émission 820. Cette semaine, Philadelphia Volume 1, Sins of the Father, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. L'ensemble. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je chante une équipe dont les membres sont des ghouls avec des belles bouilles. Je les présente à l'instant. Le premier est le Edgar Allan Poe de Schlaga. Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Espérant que tu ne finisses pas comme ce cher Edgar. Ben, tu sais, il y a un beau legacy quand même, ouais, à défaut d'avoir eu une fin heureuse. Il y a eu une œuvre qui a transcendé les années, les époques, les âges. Quand même cool. Ben oui. T'as-tu d'ailleurs commencé House of Usher, qui a commencé sur Netflix? Non, je n'ai pas commencé House of Usher parce que j'ai une copine qui n'aime pas remets-moi là d'en face, c'est beau, Gauthier. Elle n'aime pas l'horreur. Ah, ok, c'est beau. Parce que j'ai une blonde, bitch. Ok, c'est beau. Non, voyons, je suis pas comme ça. Non, merde, je sais, franchement. Non, je sais. Donc, elle n'aime pas l'horreur, donc tu t'épargnes, ou tu y épargnes plutôt les séries d'horreur quand vous êtes ensemble. Oui, j'écoute des films de Pixar à la place. Ah, c'est bien ça, c'est quand même bien. Et le dernier, c'est notre invité, c'est notre tradition à chaque année. Il est le directeur général du Festival Space qui a lieu cette année, ou président-directeur général, pardon, j'ai scrappé ton titre, du Festival Space qui aura lieu du 18 au 31 octobre prochain. Pour 22e édition, Jarrett Mann est avec nous. Salut Jarrett. Salut. Jarrett, content de te retrouver. C'est comme je l'ai dit, une tradition à chaque année. Il faut qu'on plug, mais ça nous fait plaisir, le Festival Space. Puis j'ai tout le temps un peu l'impression de te poser les mêmes questions. Fait que cette année, je me suis dit, je m'ai essayé de changer ça un peu parce que des gens qui découvrent le podcast, qui découvrent la balado de temps en temps, comme ça, depuis plusieurs années, puis ils vont te découvrir, j'ose espérer, en même temps. Fait que ce que je vais te demander cette année, Jarrett, c'est de te faire, de faire pour ces gens des elevator pitch. Donc, une espèce de pitch d'ascenseur. C'est pas obligé d'être super court. Un défi, mais il connaît son stock. Fait que je suis pas inquiet pour Jarrett. En gros, on va commencer par le festival lui-même. C'est quoi le Festival Space Elevator Pitch? C'est un festival de courts-métrages, surtout de genre horreur, science-fiction, fantastique et de tout film weird, inclassable, trash. Et ça se passe dans des ambiances assez folles, un cabaret, pas de salle de cinéma traditionnelle. On prend un verre, on a du plaisir. C'est mon pitch le plus rapide possible. Je pense que c'est très bon. Je pense pour avoir été souvent en Space, c'est un très, très, très bon pitch. J'ai investi. T'investis? Oui, on peut s'investir. Quand est-ce que ça devient public, le Festival Space? On le rappelle d'ailleurs, aucune subvention publique. Ça fait 22 ans. Le festival continue à rouler depuis 22 ans. Pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai. J'essaie, je ne fais pas la victime, on fait même pas de demande de subvention, rien de la sorte. Je suis moi-même bénévole pour Space depuis 10 ans cette édition-ci. Et c'est rushant par moment, mais c'est aussi très libérateur et c'est le fun de devoir rien à personne. Pas de, c'est ça, rien à remplir, pas de documents à remplir, mais rien à justifier à qui que ce soit, puis ouais, c'est ça. Puis je peux faire des... Ouais, exact. Puis il y a aussi que je peux faire des trucs tripants cette année, pas en me disant que ça va me coûter un loyer. Ça, c'est mon loyer de janvier que je peux pas me rendre. OK. Parce que c'était ça pendant quelques années, quand je survivais de Space mal l'année. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je fais juste pas avoir de vie pendant 2-3 mois, puis après ça, on fait le festival où je vis 100 000 à l'heure et on recommence. Mais là, tu vas lancer une perche. C'est un peu pour ça que tu fais pas de subvention, que tu veux garder ça pur, ou t'es juste un control freak puis tu veux tout contrôler les aspects du festival. Il y a ça. Définitivement, ça en fait partie. Mais ouais, mais c'est quelque chose. Il y a une partie de moi qui se dit, on a manqué le bateau à une autre époque. On nous a refusé une couple de fois, on nous a traités comme des moins que rien. Puis après ça, j'étais vraiment frustré de la vie, puis j'étais comme fuck off, j'embarque pas là-dedans. Puis il y a une autre partie de moi maintenant, je commence à admettre à moi-même que
peut-être si on avait pris ce chemin-là puis on avait persévéré, qui sait qu'est-ce que ça serait Spasme, parce que clairement, je veux pas arrêter puis je continue à le faire. C'est ça. Même deuxième édition quand même, là. Ouais. Fait que, mais bon, il n'est jamais trop tard, on verra bien un jour. Moi, je trouve que ça fait partie de l'ADN du festival, puis tu l'as un peu mentionné, c'est pas dans un contexte de cinéma classique, donc ça fait partie de la fibre et de l'ADN, je crois, assez punk du festival. Jared, on va passer à travers la programmation rapidement. On rappelle que cette année, ça, c'est un des bons côtés de la COVID, si je peux dire, c'est que les projections vont être en salle, mais aussi en ligne, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez découvert grâce à la pandémie. Vous aviez commencé à faire ça durant la grosse période de la pandémie. Donc, on rappelle qu'on peut acheter des billets pour les salles, des laissez-passer, mais aussi des laissez-passer pour les projections en ligne. À la pièce où, en gros, bundle, ce que la majorité font et que je recommande, c'est vraiment nice, c'est un genre de petit mini Netflix de court-métrage tripant. Puis, à date, le feedback qu'on a du monde partout au Québec qui écoute là est hyper positif. C'est effectivement un des bons côtés de la pandémie que ça nous a fait. On l'a fait sans option il y a 2 ans. Puis finalement, je ne nous verrais pas arrêter de le faire. C'était un beau trip. Est-ce que tu rejoins des gens qui sont en dehors de la province, pardon? Est-ce qu'il y a des gens d'outre-mer qui vous ont contacté? Ils nous contactent parce qu'ils voudraient écouter, mais on peut pas. Les films, c'est géobloqué au Canada et ça fait partie des contraintes de distribution. Puis entre festivals, c'est un peu la norme. Quand tu diffuses en ligne, c'est dans ton pays seulement. Oui, ça a été un peu la même chose avec Fantasia de jadis là, justement pour le festival. À part la projection d'ouverture là, qui est le spécial sexe, je veux aussi rappeler que les films ou les soirées thématiques viennent en bundle. Donc, si j'ai acheté un billet pour la première série de cours, vous avez aussi accès à la deuxième série. Donc, ça vient en deux programmes. Donc, c'est le programme double, si on veut. Donc, vous en avez pour votre argent. Mais commençons justement avec la soirée d'ouverture spéciale sexe au Théâtre Plaza, qui sera la maison, en fait, du festival cette année encore, mais pour toute la durée du festival, 20h, mercredi. Donc, c'est le 18, c'est cette semaine. Spécial sexe, Jared, vraiment? Vraiment? Ouais. Je pense que c'est la 3e fois qu'on le fait. Ouais. On l'a fait une fois il y a comme 10 ans pour justement ouvrir le festival, puis on avait vraiment eu du fun. Et c'est comme tous les autres programmes à Space, c'est que ça existe parce que c'est ça les films qu'on a reçus. La première fois, c'était vraiment, on a vraiment comme un bundle de bons films avec le fil conducteur, c'était la sexualité. On en fait une soirée avec. Puis c'est arrivé une couple de fois par après. Puis cette année, c'était vraiment... Je pensais pas le faire, je pensais certainement pas ouvrir le festival avec, mais je pense que c'est mon programme préféré du festival cette année, parce qu'il est vraiment varié, puis oui, il y a le sexe et dans tous les films, mais c'est que c'est un beau représentatif de spasme aussi. Il y a un petit peu d'horreur, il y a un petit peu de weird, il y a de l'étrange, il y a de l'humour, il y a du touchant, il y a du québécois, du français, de l'américain. Fait que c'est vraiment comme... T'as du sexe, everybody loves that. Et en plus, c'est vraiment un beau portrait de c'est quoi Spasme. Il y a beaucoup de monde qui viennent juste à la soirée d'ouverture, surtout des gens dans le milieu, là, qui la soirée d'ouverture, c'est la soirée. Si tu viens à une soirée, ils viennent à celle-là. Fait que c'est le fun, on va leur montrer d'un coup, là, comme c'est ça Spasme. Excellent. Donc, ça, au Théâtre Plaza, le 18 à partir de 20h, ben oui. Suivi dès le lendemain, le 19, jeudi, encore au Théâtre Plaza, de la soirée What the Fuck et les Insolites québécois, qui est une de mes sections favorites. Un genre de... Je ferais pas comme les inclassables, parce que les inclassables, c'est un genre de fourre-tout, mais là, tu mélanges What the Fuck, puis là, je suis en train de me perdre un peu là-dedans. Là. What the Fuck, c'est la première année, là, par contre. On l'a fait pendant la pandémie, en fait, la première édition en ligne. Donc, c'est la première fois en salle. Et... en toute franchise, il y a bien des films, des fois, qui pourraient interchanger d'un programme à l'autre, mais le What the Fuck et je l'espère, comment je sélectionnais les films pour mettre dans ce programme-là, que le monde va se dire au moins une fois ou plusieurs fois dans leur tête ou carrément voix haute, si c'est plus fort qu'eux, What the fuck, en voyant le court-métrage en question. Donc, c'est un peu ça. Il y a de l'humour, mais il y a aussi des trucs qui vont plus te fucker dans la tête. Plus de côté dans la tête. Mais tu mélanges ça avec quelque chose qui est quand même cousin, la soirée Les Insolites québécois. Parce qu'il y en a 2 durant le festival, le programme commence à 20h, voilà, dans la même soirée. Elevator Pitch pour Les Insolites, qu'est-ce que tu dirais? C'est parmi les meilleurs courts-métrages québécois de l'année dans le genre et dans l'étrange, l'inclassable. C'est, si tu veux voir ce qui se fait de plus particulier côté cinéma québécois et bon,
Toujours de l'émotion au cœur de tout, c'est la place. Excellent. On continue avec le vendredi 20 octobre, donc Les Inclassables 1 et le Cabaret Trash. Puis je dois dire que l'illustration que vous avez choisie cette année pour promouvoir la section donne le goût. Ils se sont pas censurés cette année, Jared. C'est genre, fuck it, on y va, Fallin. Puis là, tout le monde, je vais juste rassurer le monde parce que je veux juste dire, ce n'est pas du vomi qui Moi, j'étais sûr que c'était du vomi. Je sais que ça donne cette image-là parce que là, je commence à voir les réactions du monde puis je suis comme, OK, j'ai peut-être été trop fort avec cette image-là. Ça vient de Sweet Juices, un court-métrage australien qui est extraordinaire, qui est sur un monde où tout est géré par la qualité de tes dumplings. Vous avez bien compris. C'est ce que je viens de dire. Okay. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'argent dans ce monde-là. C'est des dumplings ça gère tout. C'est vraiment out there, mais c'est vraiment une bonne prémisse de manga. Là. Je vois sûrement qu'il y a un manga qui existe là-dessus. Le Dumpling King, puis c'est comme le jeune qui essaie de monter dans les rangs de la cuisine de dumpling. C'est clair que ça existe. Mais pour aider les gens justement à faire le choix à la maison entre les inclassables et les what the fuck, qu'est-ce que tu dirais qui est la plus grande différence? Inclassable, pour rien enlever à What the Fuck, il y a un côté qualité, si on veut, là, où on met... comment je pourrais dire? C'est pas qu'il y a moins de qualité dans le What the Fuck, mais c'est... Inclassable, on a seté un certain standard avec les années. C'est un autre programme qu'on a fait une fois, random, il y a 10 ans, puis maintenant, c'est devenu vraiment un truc qui fait partie de l'ADN du festival. Maintenant, ces programmes-là, puis on mise souvent... c'est arrivé plus d'une fois des courts-métrages dans ce programme-là se ramassent finalistes aux Oscars plus tard dans l'année. Juste pour donner une idée là, du calibre. Là. Fait que puis c'est international aussi, donc on se permet de best of the best qu'on peut trouver côté court. Fait que, donc, Inclassable 1, ça c'est le vendredi à partir de 19h, suivi du Cabaret Trash à 21h. Et là, la grosse soirée, le premier samedi du festival, ben ouais, la bataille de Faradar. Yeah! Suivi d'un défi Kino sorcellerie. Là, la bataille de Faradar, je pense que si vous suivez les Mystérieux Étonnants, j'ai même pas besoin d'expliquer c'est quoi parce que vous êtes au courant. Là. Combien de fois on m'a sorti des répliques du court-métrage d'Élie 69. Mais le défi sorcellerie Kino, c'est quoi ça? Parce que là, tu combines bien des affaires. Kino, qui est un regroupement de gens qui font des courts-métrages avec des soirées thématiques, puis c'est justement le défi de créer quelque chose relativement rapidement. Mais sorcellerie, qu'est-ce que ça implique exactement? D'abord, la bataille de Faradar est un kino. Oui. A été fait dans le cadre du Kino Cabaret du défunt Festival Vitesse Lumière à Québec en 2005. Donc, c'était une manière, on voulait comme un peu rendre hommage aux origines du film qui avait été fait dans le temps en une fin de semaine. Donc, on a lancé un défi Kino. On en a un à Space quand même l'an dernier aussi, on en avait un. C'était film de zombies, puis c'est de faire un film de 2 minutes. Puis, je voulais quand même un lien. La sorcellerie, ça peut être, oui, des sorcières, mais il y a le côté magie. Il y avait quand même un petit lien, je trouvais, avec Bataille de Faradar, qui n'était pas encore annoncé, parce qu'on a annoncé le défi avant Bataille de Faradar. Donc, c'est pas mal ça. C'est vraiment ça. On retourne aux origines de Faradar avec un défi Kino. Fait qu'on voit ce qui s'est fait en 2005 puis on va comparer ce que le monde y font aujourd'hui. Mais ça, tout ça est un très bon appetizer pour ce qui va suivre dans la même soirée, encore une fois, au Théâtre Plaza, parce qu'il va y avoir la projection du long-métrage Faradar inspiré du court, qui a été, fait 18 ans après la sortie? 18 ans, elle a pris l'affiche 18 ans après le court-métrage, 15 ans à faire, si on veut, là, du moment là, d'écrire le scénario, puis tous les cauchemars de subventions et tout qu'Eddie a passé à travers. Finalement, c'est une coproduction avec la Belgique. Yes. Il y a eu une pandémie pendant le tournage. Vraiment, il y a tout eu notre cher Édouard. Mais le film a enfin pris l'affiche au mois d'avril dernier. Si vous ne l'avez pas vu, là, ceux qui nous écoutent, là, c'est vraiment bon, c'est drôle. Si vous aimez le court-métrage, je vois pas comment vous pouvez pas aimer le long. Puis effectivement, on le présente au Théâtre Plaza, ça va être le party, on fait une projection participative, on fait comme on a fait pour Back to the Future, puis Sapin a des bouts, des Ghostbusters, Die Hard. Fait qu'on a des consignes qu'on va dévoiler dans quelques jours, il va y avoir des trucs à suivre. Tout le monde va avoir un D20 sur leur table. Nice. Puis, ça parle à Gauthier, ça, je le vois réagir. Le gros bracelet de cuir en moi tripping.
Fait que voilà, puis on va tout avoir le cast principal va être là, Edouard bien sûr va être là, Erika Boulian, Lucien qui joue Gardakan et Benoît qui fait Mordac, ils vont tous être présents. Puis ça devrait être très, très le fun comme soirée. Est-ce que tu dirais que les gens qui n'ont pas vu le film seraient floués de y aller ou au contraire, ça peut être quand même intéressant si vous ne l'avez pas vu? Moi, je dis que c'est intéressant. Si tu as vu le long-métrage, tant mieux, mais sinon, je pense que ça va juste être une écoute amplifiée parce que ça va tellement crier et cheerer tout le long que... Je pense que ça va être impossible de ne pas embarquer dans le truc. Excellent. Ça, c'était le samedi 21 à 19h et 21h. Donc, on poursuit la semaine d'après, le 25, le mercredi, encore une fois au Théâtre Plaza avec Les Inclassables 2 et Les Insolites Québécois 2. On ne reviendra pas là-dessus, on en a parlé à 19h et 20h30. Et là, le méga quiz d'horreur, ça, c'est nouveau dans le cadre du festival, Jared. Ouais. Jeudi 26 octobre, 20h, Théâtre Plaza, encore une fois, organisé par nos grands quizeurs, Yannick Belzile et sa gang. Yes, sir. Exactement, Yannick, avec Mathieu Poirier et Alex Rose. Puis, je vous annonce une de plusieurs primeurs. Premièrement, il va aussi avoir Electric Eric Bertrand, qui fait un quiz musical chez L'Ernest, qui va faire une ronde musicale qui se joint à nous. Puis, on a fait un petit quiz d'horreur l'an dernier au cinéma moderne. J'en ai fait à tous les mois. Puis là, j'étais comme, j'ai envie d'en faire une version sur les stéroïdes. Donc, on se fait un méga ciné-quiz. Puis on va avoir des invités spéciaux. Oh. Puis là, je peux t'annoncer quelqu'un? C'est ça, tu m'as dit qu'il y avait une annonce avant le show, puis tu peux y aller, je te laisse la parole. Ben, vous le connaissez bien, c'est notre cher Jake Dion National qui va être avec nous. Il va être un de nos invités spéciaux qui va monter sur scène, poser une question, 2 questions même. En fait, nous, on a une question qu'on lui fournit, puis lui, il aura une question que je ne sais pas encore ça va être quoi. Mm-hmm. Puis il va aussi être là avec plusieurs de ses BD. Il y en aura aussi parmi les prix qu'il va pouvoir dédicacer live à l'équipe qui va remporter ça. Et on va aussi, si tout va bien, on va aussi avoir Anouk de RKSS qui va être là aussi, sûrement avec des affiches de Turbo Kid. Donc, il y a quelqu'un, il va y avoir du monde qui vont partir avec ça aussi. Des beaux prix. D'autres mondes qu'on va annoncer dans la semaine. Puis... ça va être vraiment trippant. J'ai hâte. Je suis un petit peu... c'est l'événement qui a beaucoup de... Comment je pourrais dire? Plusieurs variables. Je sors de ma zone de confort. Ben oui. Mais ça va être trippant. Ça, On m'a dit que Laurent Boutin allait représenter les Mystérieux Étonnants là-bas au Méga Quiz. Fait que si vous voulez être meilleur que Laurent Boutin, ce qui m'étonnerait, là, je vous le dis, là, c'est lancé dans l'éther, il va falloir s'inscrire. D'ailleurs, comment ça fonctionne? Il faut s'inscrire à l'avance? Ou idéalement, mais on peut se présenter le soir même tant qu'il reste la place. C'est des équipes de 2 à 4 personnes. C'est très abordable. Je pense qu'on a mis des billets à comme $12 juste pour nous aider à payer la salle. Puis, c'est ça. 2 à 4 personnes, tu trouves une autre équipe, puis tu viens et on va t'aider. Et t'es pas obligé d'être le plus calé de l'histoire en cinéma d'horreur. Le calibre va être des questions pour tout le monde, tous les niveaux de connaissances, puis il va y avoir plein de prix, mais c'est vraiment plus pour... Ils font des quiz très éclatés, là. C'est pas classique comme quiz. On est dans le niche, mais le niche, pas comme vous pouvez vous l'imaginer, là. C'est une autre zone. Je sais pas comment le décrire, là. C'est plus ludique, c'est plus funny. Mais il faut le vivre. Là. C'est vraiment des beaux quiz qu'ils font. C'est vraiment grâce à faire un quiz avec eux une fois par mois au cinéma moderne dans la dernière année que c'était mes soirées préférées au cinéma quand j'y étais, que ça donnait envie de faire comme ce gros événement-là. Fait que vraiment, j'invite tout le monde à venir jouer le jeu. Ça va être une belle soirée, ça. Excellent. Puis on va finir avec les 2 gros classiques parce que c'est des incontournables, en fait, du festival. On a le party d'Halloween Old School, le musique 90 versus 2000. Fait que là, tu mets des versus dans tes titres, là, Jared. C'est bon à teaser comment on pourrait dire ça? Attiser les gens. Donc, ça, c'est le samedi 28 octobre, 21h30. Il faut être costumé. C'est obligatoire. Évidemment. C'est un party d'Halloween. C'est la marque de commerce de ce party-là. C'est costume obligatoire. T'es sûr que t'es pas le seul ticoun dans la place costumé, parce que ça, c'est la pire affaire au monde. À moins que vous êtes comme Jake, la fois qu'il s'est mis juste du sang sous le nez et disait qu'il avait mangé une tape sur la gueule puis c'était ça son costume. Ça compte pas, par contre. Ça marche pas. Est-ce que c'est sold out? Parce que habituellement, c'est un événement qui part assez rapidement, les billets. Là. Ce n'est pas sold out. Ça va l'être avant le soir même. Ça m'étonnerait énormément que ce soit pas le cas. Il reste des billets, vous n'êtes pas obligé de partir en panique, mais n'attendez pas la dernière minute. Ouais.
Puis, mais gros party, tout du sans prétention, toutes des tunes qu'on aime, qu'on connaît, on danse, on s'amuse. C'est une ambiance quasiment de carnaval. Si vous l'avez jamais vécu, ce party-là, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Excellent. Et on a la grande soirée de l'horreur, bien sûr. 2 fois cette année, le vendredi le 27 et le mardi 31, donc la journée de l'Halloween, la soirée d'Halloween, 20 ans les 2 fois, Théâtre Plaza. Donc c'est le meilleur des films courts-métrages d'horreur du Québec et d'ailleurs. Exactement. J'en écoute tellement dans l'année, de toutes sortes de courts-métrages, puis on essaie de livrer à tous les ans le meilleur programme de cours d'horreur possible. De l'humour, des films qui font peur, un peu de gore. Ouais. Il y a vraiment de tout. On a une belle délégation de 4 courts-métrages d'horreur québécois cette année aussi. Génial. Le vendredi 27 octobre est déjà complet. C'est un record. Mais il reste la place pour le soir de l'Halloween. Là aussi, n'attendez pas la dernière minute parce que... selon moi, d'ici la fin de la semaine, je pense plus qu'il va rester de billets pour cette soirée-là. Donc. Excellent. Et on finit avec le meilleur, le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants, donc le lundi 30 octobre à partir de... on ouvre les portes à 18h, le show commence à 19h au Patrovis sur l'avenue Mont-Royal. Ça fait 3 semaines que je vous gosse à la maison avec ça. Mais merci à Jared, c'est la raison d'ailleurs pour qu'on fait ça le lundi. On voulait jumeler notre événement, celui de Space depuis longtemps. Puis là, c'était pour pas que ça concorde avec les autres événements, mais je trouve que c'est une belle place. C'est le lundi anyway qu'on enregistre. Donc, c'est notre premier live d'Halloween, spécifiquement Halloween depuis 4 ans. Puis ça risque d'être pas mal cool. Les billets sont en vente. Comme tous les restes d'ailleurs des billets, allez sur spasme.ca. Puis je dois t'envoyer une fleur, Jared. Il y a plein d'événements à Montréal de toutes sortes, puis d'organismes qui sont plus ou moins de grande et petite taille, mais des fois, c'est compliqué acheter des billets. Mais vous autres, là, c'est tellement simple, c'est tellement clair, le site de Space. Tu veux ça, c'est ça, l'information est là. That's it. C'est pas compliqué. Donc, allez sur space.ca parce que là, j'ai garoché plein de dates, puis des heures, puis des lieux. C'est pas compliqué, c'est tout le temps la même place, Théâtre Plaza, mais allez sur le site pour la programmation complète. Donc, voilà. La seule chose qu'on doit spécifier aussi, c'est que pour le spécial des Mystérieux, pas de passe admise malheureusement pour le festival. Comme on est notre truc dans le cadre de Space, mais ça ne pouvait pas fonctionner malheureusement. C'est trop populaire, il n'y a pas de place pour les gens qui passent. C'est parce que ça va être sold out. Vous autres aussi, c'est sûr. Sans aucun doute. On verra ça. Vraiment, excellent. Super heureux que les Mystérieux soient dans le cadre de Space cette année. Ça fait vraiment des années qu'on se dit qu'on voulait combiner les deux. Fait que enfin. Excellent. Hey, on va te libérer, Jared, parce que tu as plein d'affaires à faire, mais merci d'être passé encore une fois cette année pour venir parler de ton événement, puis on va se revoir bientôt. Yes. Merci beaucoup, les gars. À très bientôt. C'était Jared Man. Ciao. Président directeur général, voilà, de Space. OK. Bye, Jared. Monsieur Gauthier. Yes. Est-ce que tu as choisi ton costume pour le spécial d'Halloween, justement, des Mystérieux? Parce que là, moi, je suis en train de travailler sur le mien, là. C'est ça la question que j'allais te poser, en fait. Là, je me disais, j'étais comme en train de réaliser qu'il fallait qu'on soit costumé au spécial d'Halloween. Ah, tu n'y as pas pensé avant? Ah, ben non. C'est arrivé vite cette année. Je trouve que le mois d'octobre le passe très, très rapidement. Ouais, c'est un peu intense. Mais là, je pense à ça. Là. Je veux trouver quelque chose. Je veux même pas donner d'indices sur mon costume parce que je suis particulièrement fier. Je sais pas, en fait, j'ai pas encore terminé mon costume parce que pour des raisons que je vais probablement expliquer le 30. Mais si ça fonctionne comme je veux, je vais être très, très content. Je suis aidé d'un auditeur des Mystérieux Étonnants. Donc, c'est ça, t'as de l'aide technique. Oui, man, je fais aller mon Rolodex là, des contacts. Ouais. Et on a des fans motivés, hein? Là, vous allez voir à quel point la motivation aura porté fruit. Parce que sa partie à lui est déjà très, 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 très impressionnante. Je suis curieux. Je suis curieux. Excellent. Fait que j'espère que vous allez d'ailleurs être là le 30. Je ne voulais pas donner trop d'importance à l'événement des Mystérieux parce qu'on recevait Jared. Je trouvais que c'était un petit peu impoli de le plugger, mais je vous rappelle qu'il y a encore des billets en vente pour le spécial des Mystérieux Étonnants. C'est le temps là, de les acheter. Allez sur le site de Space. Sinon, dans le descriptif de l'épisode actuel, dans les show notes qu'on appelle, il y a un lien directement pour aller acheter les billets en espérant vous y voir le 30. Ça va être cool. Ça va être pas mal nice. J'ai hâte. Ouais, moi aussi j'ai hâte. Ça fait longtemps qu'on a fait un petit spécial d'Halloween comme ça. Mais à défaut d'avoir pas trouvé mon costume, j'ai trouvé ma chronique. T'as trouvé ta chronique? Ça, c'est ça. Moi, j'ai pas trouvé ma chronique, malheureusement. Fait que, ça s'équivaut. T'es en avant. On est 1-1. On est 1-1. C'est ça, c'est parfait. Est-ce que tu veux y aller, mon Gauthier? Ben oui, je vais continuer dans la spooky season. Attends une minute. T'es pas habitué? Stay a while and listen.
Et voilà. Ça tombe bien, parce que ma nouvelle concerne Diablo 4. Bon. Quelle surprise! Parce que je vous en avais déjà parlé à l'émission, mais demain, c'est la nouvelle saison de Diablo 4 qui commence, qui est intitulée Season of Blood. Donc, demain, à partir de 11h au midi, je pense, au Québec, vous allez avoir accès à la nouvelle saison de Diablo 4 qui va durer 3 mois. Avec les mauvaises performances de la dernière saison, je ne sais pas si le nouveau contenu qui s'en vient va être assez intéressant pour ramener une masse critique de joueurs sur les serveurs de Blizzard. C'est comme t'es pas le premier qui exprime du scepticisme par rapport à Diablo 4, puis je comprends pas comment ce jeu-là est passé de « Oh, c'est de best shit depuis le pain tranché » à « Voyons donc, c'est rendu du caca ». Parce que personne n'avait joué au endgame. Ça a pris du temps avant de se rendre au endgame, puis là, tout le monde s'est rendu compte en même temps qu'il n'y avait pas vraiment de choses à faire à la fin du jeu. Puis Diablo, c'est un jeu qui est très répétitif, fait qu'il faut que tu aies quelque chose à faire quand tu es rendu à haut niveau. Il faut que tu aies des défis particuliers, etc. Je suis quand même intrigué parce que je suis un fan de la franchise. Je vous en ai déjà parlé, c'est Season of Blood, ça va être des vampires. Ouais. Ça tombe à point parce que c'est la saison de l'Halloween, c'est le fun. Au niveau de la thématique, du visuel, ça risque d'être super intéressant. Des nouveaux personnages saisonniers qui vont arriver, des nouvelles petites quests, un nouveau storyline. J'espère qu'il va y avoir des petites surprises le 31 octobre. Ça serait le fun. Bah oui, absolument. Là, on met des skins de je sais pas quoi. Là, des Jack-o'-lantern, puis des Frankenstein. Des fantômes, puis des coffres oranges. Là, en tout cas, moi, juste ça, je serais content. Coffres oranges? Ouais, des coffres en forme de citrouille. Là, je m'excuse. Là. Okay. Moi, je dépense 95$ si tu mets des coffres orange, en forme de citrouille. Des petites tunes spooky, puis des... Je vais être là. Des squelettes qui dansent, puis qui jouent du xylophone sur leur propre côte. Je suis là. Oui. Mais ça fait un bout, tu sais, si vous, comme moi, vous êtes intrigué puis vous voulez vous reconnecter demain pour jouer, vous allez voir quand même des différences assez rapidement. L'expérience monte vraiment plus vite avec la mise à jour qui a été faite récemment par Blizzard. Il y a beaucoup de monde qui s'était plaint que passer niveau 60, 70, c'était extrêmement laborieux de monter de niveau. Donc, la progression est plus rapide. Ça, c'est déjà bien. Les résistances qui ont été améliorées. Mais là... Qu'est-ce qui se passe? Blizzard. Je pense que je sais de quoi tu vas parler parce qu'on l'a montré sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Ça n'a pas d'esti de bon sens. Je veux dire, tu as une équipe là, complète de monde qui travaille pour toi, qui font du marketing. La bande-annonce qui est sortie il y a 3 jours. Ça n'a pas d'esti de bon sens. Là, pour ceux qui ne savent pas de ce dont on parle, là, je pense, si vous allez sur YouTube puis vous tapez genre Diablo 4 spoof ou goof, là, vous allez tomber sur la vidéo en question. C'est qu'ils ont annoncé tous les nouveaux features qu'il allait avoir dans la saison 2, puis les nouvelles statistiques. Donc, ils voulaient montrer à quel point, genre, maintenant, c'était plus hot qu'avant. Puis toutes les slides du vidéo qui ont montré, il y avait des erreurs dedans. Genre, à la place de montrer, par exemple, une map avant puis après, ils ont inversé les images. Ah non, c'est mon cauchemar, ça. Ils montraient comme le cheval. Le cheval, il va aller vraiment plus vite. Puis là, ils voyaient comme before puis after. Le cheval va exactement à la même vitesse, mais c'est dans la manière dont ils ont édité le vidéo. C'est comme... Ils sont juste pas bons. Puis ils ont fait des calculs mathématiques là, du genre, OK, avec le buff de 40% d'expérience, ça va te donner tant. Puis là, quand tu fais les calculs toi-même, ça marche pas. C'est juste... On dirait que ça a été monté comme sur le coin d'une table, super rapide, en genre comme une coupe d'heure. Ça, c'est vraiment insultant là, pour les joueurs. Comme tu as dépensé, il y a du monde qui ont dépensé comme 100$. Ben oui, le Collector Edition, puis tu sais. Là, t'es comme... Respect, guys, respect. Puis, mais c'est ce que ça sonne pour moi. Ça sonne quelque chose qui était rushé ou t'avais des producteurs sur le dos qui, les autres, savaient ce qu'il fallait faire. Fait que là, ils étaient tout le temps en train de changer ce qui était à changer. Genre. Ou, tu sais, je pense que depuis... puis là, c'est drôle, je vais parler un petit peu de
du vaudeville de l'acquisition Microsoft, Activision, Blizzard, là, mais plus la structure devient grosse, plus pour faire des économies d'échelle, tu vas faire affaire avec des sous-traitants d'un fois ou du monde qui ne connaissent pas nécessairement ton IP depuis longtemps. Puis ben, c'est ça que ça donne. Puis c'est pas la première fois là, que ça arrive, là, la gang de Diablo 4. Là. Ils ont fait jouer du monde de leur équipe en live. Des employés qui étaient de super bonne volonté, de super bonne foi, mais qui ne savaient pas jouer. Puis là, t'es comme, come on, guys, là, si vous voulez de la bonne publicité là, pour votre jeu vidéo, adressez-vous aux gens qui connaissent ça, puis qui vont faire après ça la pub à votre place, parce qu'ils vont triper. T'sais. Mais là, c'est comme s'ils venaient comme couper à la base l'arbre de promotion là, en faisant comme, non, mais nous, on s'adresse plus à vous. On va s'adresser genre à des casual gamers qui vont aller acheter du PFK là, de temps en temps. Mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'il s'adresse, en faisant mon avocat de diable, est-ce que ça veut vraiment dire que ça s'adresse maintenant à des casual gamers ou on est dans l'extrapolation? Ben, en fait, c'est peut-être la frustration qui parle, parce que je sais plus trop à qui il s'adresse. T'sais. Parce que ça reste un jeu qui, quand même, justement, qui était quand même difficile à monter là, jusqu'au niveau 100. C'est comme s'ils s'attendaient à ce que les joueurs se rendent au niveau comme, tu sais, fassent l'histoire générale, parce que l'histoire est bonne, tu sais, comme rendons à César ce qui appartient à César, là. L'histoire est bonne, mais après ça, tu perds un peu le point. Là, donc, je me dis, ben, ça veut dire qu'il s'adresse aux gens qui veulent juste jouer un peu, puis laisser aller le jeu après, puis passer à d'autres choses. Mais moi, tu vois, ils m'ont perdu à partir du 3. Quand il y a eu l'arrivée des saisons, moi, j'aimais ça. Je suis un old school gamer. Là. Donne-moi mon jeu. Il est complet. Je l'ai payé pour. Puis au pire, tu vas me livrer des expansions si ça me tente. Mais il est, une fois aux 3 ans. C'est ça. Il est fait. Puis là, quand tu as des saisons, puis je jouais au 3 puis ça finissait pas, puis je comprenais pas, puis je trouvais pas l'histoire particulièrement intéressante. Puis j'en ai déjà parlé à l'émission aussi, visuellement, je trouvais pas que c'était un jeu qui était particulièrement intéressant, si on comparait aux deux. Là. Ils m'ont perdu. Fait que quand tu m'as parlé du 4, j'ai dit, ok, cool, le 4, il a l'air superbe. Tu regardes en ligne, ce qui était présenté, c'était vraiment beau. Ah, il y a un principe de saison qui s'en... non, il n'y a pas assez de temps dans une vie, genre, pour jouer toutes les... Fait que si c'est un jeu qui finit plus, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est pas fait pour moi. Ben, tu le prendras sur Game Pass pour jouer la quête principale. Ben oui. Quand toute la transaction va être finie. Hey, cette saga-là, elle a fait beaucoup parler Yoann sur le Discord des Mystérieux Étonnants. La section jeux vidéo sur le Discord des Mystérieux Étonnants est pas mal active. Très active parce que Yoann, il connaît son shit. Je dois dire ça, là. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est notre ami qui fait partie du collectif World Cup Superstar. Puis c'est un mystérieux étonnant de estival. Hip-hop pour les événements estivales. Pour les événements spéciaux. Mais c'est un grand connaisseur des jeux vidéo. Yoann, il connaît ça. Puis il a une très bonne analyse. Puis cette acquisition-là par Activision, de Microsoft par Activision. Non, d'Activision par Microsoft, pardon. Il en a beaucoup parlé. Ouais. Puis ça finit plus de finir. Puis c'est ma prochaine nouvelle. On va en parler tantôt. Ouais, on va en parler tantôt. Mais ceci dit, je vais jouer là, à la nouvelle saison. Le Rogue, c'est encore le plus puissant. Fait que si vous voulez pas vous casser la tête puis monter rapidement un personnage, je vous conseille de faire un Rogue Twisting Blade. Ça va aller vite puis vous allez avoir du plaisir. Est-ce que tu as continué Diablo Baldur's Gate 3? Baldur's Gate 3, non, je suis tombé tête première dans Starfield. Ok, t'es un de ceux qui est mordu par Starfield. Ouais, c'est bien le fun. J'aime ça. La petite dimension Sims de Starfield m'intéresse beaucoup. Je suis très diverti. Parce qu'il me semble qu'initialement, ta critique ressemblait beaucoup à celle que j'ai lue, que j'ai vue en ligne dans des critiques, c'est que la courbe de prise en main est un peu compliquée. En parlant de courbe de prise en main qui est difficile à prendre, c'est Laurent Boutin qui vient de se joindre à nous. Salut. Salut. Une belle courbe. Des fois, je sais pas comment rebondir. Exactement. C'est une de ces fois-là. Mais non, c'est finalement, toi, t'es passé à travers ces heures initiales qui étaient plutôt difficiles. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis les critiques que j'avais à l'époque restent un peu les mêmes. Là, le système de combat est un peu wonky, là, mais après ça, c'est bien le fun. Là. C'est un bon RPG qui est quand même très, très, très
très complet, très complexe. Fait que, non, j'ai eu bien du plaisir. Excellent. Puis là, je lis Alan Lévesque là, qui parle du rogue qui n'a pas de défense, qui se fait one-shotter. Là. C'est parce qu'il faut que tu sois mobile. Hein? C'est le personnage le plus vite de tous les personnages. Fait que c'est sûr que si tu prends pas de dash, tu vas te faire one-shotter. Par au nez. Mais la vitesse du bonhomme fait en sorte que normalement, tu devrais pas... tu devrais tuer tout le monde avant de te faire toucher. Merci, Gauthier. Hey, comment Je ça suis va, bien d'accord. Laurent? Beau, Laurent, Oh, toi. C'est une grosse journée. Une grosse journée. Attends, on va te partir ça, là, tranquillement. Imagine Godzilla qui pète tout. Un client qui te parle de Tintin. Il se fait ramasser par Godzilla. Ah, voilà. Ah, si seulement c'était ça. Oui. En fait, j'ai commencé ma journée avec quelque chose qui pète pour vrai, c'est-à-dire pas d'eau chez nous. Oh! C'est le fun? No! Ouais, fait que qui dit pas d'eau le matin dit pas de douche, pas de café, pas de toilette. Ouais, hein, tout ce qu'on a besoin pour C'est bien rough. partir une journée. Tu sais. Ouais, Wesh. Wow! ouais, fait que c'est ça. C'était une journée qui partait sur des chapeaux de roue, laissez-moi vous dire, Est-ce que c'est réglé? de mauvaise humeur. Oui, c'est réglé. Bon. En fait, ce qui me gosse le plus, c'est que c'était prévisible dans le sens qu'ils changent les conduites d'eau dans ma rue, tu sais. Mhm. Puis le papier disait bien qu'on va couper l'eau de moment donné, mais vous allez avoir un papier 48 heures en avance. Pas eu de papier. Pas de Bonne papier. blague! Lol. C'est ça. Voilà. C'est pour économiser le papier, Laurent. C'est ça. Oui, ben Fallait oui, que je t'ailles en sais, ligne. mais... Oui, fallait que... En ligne. oui. T'étais Télécharge supposé- l'application. Mais en fait, c'est comme quand Gauthier est allé avec sa copine dans une salle d'attente, puis il était supposé savoir qu'il fallait qu'il prenne une étiquette, même si c'était marqué qu'il fallait pas prendre d'étiquette. Ou il fallait pas prendre d'étiquette. Non, pire que ça. Il fallait que je sache qu'il fallait qu'après 1 heure, il fallait que je pogne les nerfs. Ben oui, c'est ça. Ah. Exact. Ouais, oui. Il fallait que. c'est Alors ça. qu'on se dit tout, on va être poli puis pas pogner les nerfs. C'est ça. Ah. Merci. Je- Qu'est-ce que t'as, toi, de ton côté, monsieur Laurent? Je vais vous parler d'un livre que j'ai bingé hier soir. C'est une nouvelle bande dessinée aux éditions Pow Pow. Popo? Qui est, les éditions Popo, qui est une de leurs rares traductions. En fait, c'est un livre qui est écrit en anglais à la base par un gars qui s'appelle Chris Oliver Ross, qui est un Montréalais, qui est le fondateur, en fait, de la maison d'édition de Ron and Quarterly, mais qui a passé la main il y a quelques années de ça pour se concentrer sur sa pratique artistique qu'il avait un peu laissé de côté au profit de sortir vraiment beaucoup de livres dans une année. Fait que là, maintenant, il fait des livres. Puis là, son livre en français chez Papa s'appelle Mourir pour la cause. C'est le premier d'un diptyque qu'il écrit sur le FLQ. Oh. Fait que là, déjà là... Un anglais qui écrit sur le FLQ, on est dans une autre c'est zone. ça là. l'affaire, c'est qu'on est comme... Ben, en tout cas, moi, t'as attendu qu'une brique puis un fanal déjà, tu sais. il y a les meilleurs podcasts que j'ai écoutés sur le FLQ puis la Révolution tranquille, c'est des podcasts de CBC. Fait que je suis comme pas étonné. OK. Ouais. Ouais, mais en même temps, j'ai trouvé ça super intéressant à plusieurs niveaux. De un, on dirait que finalement, je connais pas tant d'affaires que ça sur le FLQ. En dehors de, mettons... Que Hans Gruben demande leur libération dans Die Hard. Oui, mettons. En dehors de James Cross, mettons. C'est comme. Ouais. Puis de vraiment la crise d'octobre, c'est vraiment comme la pointe de l'iceberg. Là. Tout ça, comme j'ai vu Octobre de Falardeau, puis à part, en dehors de ça, j'ai comme une vague, ah oui, des bombes dans des boîtes à mal, tu sais. Avec pas le pourquoi, le comment, puis tout. Puis là, Oliver Ross, pour vrai, il fait une super grosse job de remettre ça... dans le contexte aussi de dans le l'époque, là, même aux contexte, États-Unis. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, le livre se présente vraiment comme si, en 75, on avait tourné un documentaire de la CBC qui aurait été perdu depuis. Fait que, tu sais, on est comme... C'est comme C'est si du les fake gens... found footage. Un peu, mais qui est quand même tout basé sur vraiment des affaires qui ont été dites par les personnes concernées, puis des documents d'époque, puis comment ça a été reçu, puis traité dans les médias à l'époque. Là, il a l'air d'avoir fait une
très, très grosse recherche des journaux de l'époque. Puis, tu sais, en anglais puis en français, tu sais, dans le sens qu'il y a un super gros cahier de notes à la fin, là, qui est comme, ouais, tu sais, ces gens-là, ils écouteraient la radio en français. Fait que là, j'ai essayé de trouver comment ça a été rapporté plus par des médias francophones, puis blablabla, tu sais. Mais ça relativise vraiment aussi, tu sais, comment, oui, le FLQ, nos héros révolutionnaires du séparatisme. Puis là, on dirait que j'avais jamais réalisé à quel point tout ça était des petits gars de 16 ans qui connaissaient rien de la vie. C'est souvent ça, en fait. Crissement random. Écoute, le plus grand artificier, c'est-à-dire faiseur de bombes du FLQ, c'était un petit gars de 17 ans qui avait mieux écouté dans ses cours de techno de secondaire 1, genre. Qui avait je pense que je suis capable. Il avait accès à des chantiers de construction pour aller buster la dynamite. Là. Oui, puis ça a l'air que ça vient tout de la construction du métro de Montréal, qui était très mal surveillé la nuit. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme, tu lis ça, puis t'es comme, mais ça se peut pas que, tu sais, maintenant, ça soit des héros célébrés tellement c'est broche à foin qu'est-ce que je suis en train de lire, tu sais, les gars qui sont comme on va refaire la révolution cubaine de Castro, tu sais, j'ai rencontré Castro, il est vraiment derrière nous, mais ils sont genre 12 dans un chalet avec pas de bouffe, on l'a vu 12 petits gars de 16 ans la semaine passée avec les pires moments de l'histoire, l'assassinat de Frank Ferdinand, c'était juste comme quoi des kids là, c'était vraiment aussi, c'était vraiment des enfants, puis là c'est pas mal ça aussi, c'est genre il y a tout le temps, tu sais, puis là Oliver Ross il parle de 3 cellules différentes qui ont eu des actions plus importantes que les autres, mettons. Mais c'est pas mal tout le temps ça, des petits gars de 16 ans, plus un gars plus vieux qui leur donne des chubines qui sont comme, ah ouais, va mettre des bombes là, puis que souvent ils meurent, tu sais. Je suis comme... Tout cela est complètement aberrant, mais honnêtement, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y avait une certaine... tu sais, tout le monde qui a entendu parler du projet est comme un anglo qui parle du FLQ. Je suis comme, ouais, mais l'anglo, il a quand même vraiment bien fait ses devoirs. Je pense qu'il n'y a pas, justement, on s'évite la géographie de la pureté révolutionnaire de notre belle race québécoise, mettons, tu sais, ce qui est... je veux pas parler contre, je la comprends, mais ça donne un compte-rendu un peu plus factuel, peut-être, tu sais. Puis au niveau du dessin, t'as trouvé ça comment? Pour vrai, j'ai vraiment... En fait, c'est absolument pas réaliste. Là. Il parle d'une affaire réaliste, mais c'est vraiment très... comment je décrirais ça? Cartoon. Très cartoon canadien des années 90. T'sais. Oliver Ross, il est de cette école-là. Je veux dire, il a travaillé avec et fait découvrir des auteurs comme Seth Chester Brown, Joe Matt, tout ça, c'est dans cette école-là, tu sais, mais je trouve ça m'a fait penser un petit peu à du Richard Suicide plus clean. Comme moins chargé, genre. OK, je comprends ce que tu veux dire. Si, genre, le dessin de Richard Suicide mettait ses habits du dimanche puis qu'il se tenait sage parce que grand-maman est là, genre. C'est ça, c'est Richard Suicide qui va à Radio-Canada, genre. Ouais. OK, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est une belle image. Mais honnêtement, j'ai lu ça d'une traite, ça m'a vraiment passionné. Puis, ça a l'air vraiment bon. Moi, c'est cool. Puis c'est ça. Là, c'est vraiment le premier volume est vraiment sur la montée du FLQ dans les années 60. Le deuxième volume sera plus vraiment sur justement l'enlèvement de James Cross puis la crise d'octobre. Puis ça sera un diptyque. Est-ce qu'il parle des liens du FLQ avec les Black Panthers? Parce que ça m'avait... comme c'est une information que j'ai eue. On a tellement des mots que l'algorithme aime en ce moment là, qu'on dit. Sais-tu quoi? Il en parle, en fait, parce que il y a... Dans la troisième histoire, la troisième cellule, c'est celle de Pierre Vallière, qui est un auteur qui est souvent mis à l'index au Cégep Concordia ces temps-ci. Puis qui a fait tout un débat à Radio-Can encore maintenant. Fait que, mais pour d'autres sujets. Mais Pierre Vallière, une monnaie, en tout cas, après un attentat raté, c'est comme sauvé à New York avec son collègue Charles Gagnon, je pense. En tout cas, c'est un Gagnon. Puis ils ont fait une grève de la faim devant genre l'ONU à New York avant d'être arrêtés. Puis là, en tout cas, il y a comme des claims qu'il aurait dit qu'il allait rencontrer quelqu'un des Black Panthers, mais dans ses notes, Oliver Ross dit que les Black Panthers ne seraient officiellement créés que quelques mois plus
tard, après cet événement-là. Okay. Donc, c'est probablement pas vrai. Je pense que c'est un espèce de mythe populaire qui a enflé puis qui a été détourné. Peut-être que lui-même s'en souvient autrement. Là. Les années font que des fois, tu fusionnes des choses. Ouais, ben c'est ça. Ben, ça, c'est intéressant aussi parce que souvent, dans ses notes, il dit j'ai vraiment tout lu. Là. C'était comme, comme moi, à cette période-là, dans les années 70, cette personne-là était comme... il y en a un qui était comme... J'ai vraiment aucun regret. Mon seul regret, c'est d'avoir pas tué plus d'Anglais. Ben, tu sais que ça, c'était comme dans les années 70 ou 80 à sa sortie de prison, puis que là, dans les années 2000, il serait un peu plus calmé, puis assagi. On espère. C'est pas vraiment ça qu'on voulait faire. T'sais. Rappelle donc le titre, Laurent, s'il te plaît. Ça s'appelle Mourir pour la cause. Ça vient juste de sortir aux éditions Pow. Ça vient juste de sortir aussi chez Drone & Quarterly, si vous voulez la version originale, mais c'est traduit en français par notre ami Alexandre Fontaine-Rousseau. Et puis, il a fait une très belle job, je trouve. Excellent. C'est très cool aussi, les publications simultanées là, comme ça. Là, c'est une belle force de notre voyons, bilinguisme montréalais. Canadien, français, anglais. Unis pour la cause, donc raconter l'histoire qui les unissent. Mais c'est vrai que dans la BD aussi, il y a souvent eu deux solitudes là, qui ne se parlaient pas vraiment, mais que ça arrive de plus en plus, justement. Puis c'est souvent un point. FBDM, qui a autant des auteurs, autrices francophones, anglophones. Moi, je trouve ça le fun. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, Pow, il avait sorti aussi un livre de Geneviève Lebleu qui était sorti à peu près en même temps chez Conundrum Press en anglais. Puis c'est comme. Il n'y a pas le truc qu'on avait lu aussi qui se passe, c'est des jeunes détectives dans une petite ville. Là. Ouais. Oui, mais ça, je pense qu'il faut qu'on n'en parle plus parce qu'ils ont ditché leur éditeur à la fois anglophone et francophone au Canada dans le but, en tout cas, j'ai ouï dire que dans le but d'aller chercher plus de piastres ailleurs, puis ceux qui nous ont donné leur chance manger notre cul. D'accord, je vois. On n'en parlera plus d'abord. Merci, Laurent. On va d'ailleurs aller voir, je ne sais pas s'il est encore disponible sur le site de l'ONF, mais il y avait Les Roses aussi, qui était intéressant, le documentaire Les probablement. Roses. D'habitude, quand ça vient de l'ONF, c'est pas mal tout le temps disponible sur... C'était très cool, c'était sorti il y a 2 ans de ça. C'était un portrait plus intimiste parce que le documentariste est en fait traite de l'histoire de son père, mais c'était très bon. Moi, j'ai des trucs un peu plus tristes à vous parler parce qu'on a perdu 2 personnes quand même exceptionnelles au courant des derniers jours. Le premier, je vais vous parler de Keith Giffen, qui est un auteur de bande dessinée, un artiste, un scénariste américain qui est décédé. C'est le co-créateur de Rocket Raccoon, la version Jamie Reyes de Blue Beetle et de Lobo. Il a aussi été le créateur d'Ambush Bug, un genre de Deadpool un peu loufoque du côté de DC Comics. Il est décédé à 70 ans d'un ACV. Sa mort a été annoncée par sa famille sur Facebook et la famille a eu le temps de publier par la suite un message posthume. Puis moi, je trouve ça fucking badass parce que Giffen était connu pour être un peu un gars assez éclaté, assez comique. Il avait préécrit quelque chose avant sa mort pour être publié après sa mort. Et le message, c'est « Je leur avais dit que j'étais malade, n'importe quoi pour pas aller au New York Comic Con. » Fin de la citation. Wow. Je trouve ça hot en crise comme façon de... C'est tellement hot. C'est baveux, c'est hot, c'est parfait. Donc, écoute, Godspeed, Keith Giffen. Si vous êtes québécois, vous avez certainement entendu parler aussi de la mort de l'astrophysicien vulgarisateur scientifique Hubert Reeves, qui est décédé vendredi à l'âge vénérable de 91 ans. Il était né en 1932 à Montréal. Il a étudié à l'UDM, à McGill, avant d'obtenir un doc en astrophysique nucléaire. Rien à voir avec mon bac en communication médias interactifs. Il a enseigné la cosmologie en Europe, en Amérique, à Columbia, à Berkeley, à l'UDM, à l'Université libre de Bruxelles. Il a été consultant pour la NASA, directeur du Centre national de recherche scientifique de France et conseiller scientifique au Commissariat de l'énergie atomique de France. Un petit CV. C'est un grand auteur aussi. Il a écrit plusieurs ouvrages sur l'espace. Il aimait parler des humains comme étant de la poussière d'étoiles. Ce que nous sommes, dans Pensez à vos os. Là, il y a une partie, c'est de la poussière d'étoiles. Nous, ça m'a fait de quoi? Ouais, Ils vont partir des personnages comme ça qui ont marqué... je sais pas, il y avait comme pas une sagesse, mais quelque chose qui émanait de ce type-là que j'aimais beaucoup. Ouais. Puis tu sais, il avait l'air fin. Ouais, c'est ça. Il était vieux, là. Il avait quoi, 90 ans? 91 ans. Décédé 91 ans. Ouais. Puis moi, je l'avais vu en conférence au Cégep du Vieux-Montréal. Quand j'étais au Cégep, il était venu parler de son livre Mal de terre. Mm-hmm. Et puis,
sais, à l'époque, bon, en 2003, il était quand même, c'était quand même un monsieur, là, un vieux monsieur. Puis la facilité qu'il avait à communiquer avec des jeunes, c'était incroyable. Puis le discours qu'il y avait déjà à l'époque, là, en 2003, là, mal de terre, là, on s'entend, là, ça parle de la crise climatique, là, puis de la crise environnementale, puis ça fait 20 ans de ça, là, guys. Puis il était capable de venir nous chercher puis de dire comme non, vous êtes capable, il faut comme s'impliquer, puis vous avez comme la chance de changer les choses. Puis c'est quelqu'un là, qui s'est battu toute sa vie là, pour ses idées, là, puis les faire circuler. Là. Hubert Reeves, c'est un exemple. C'est un modèle incroyable. En fait, il était officiellement à la retraite. Dans les dernières années, il a retourné ses efforts vers justement la crise climatique, l'expliquer tout ce foutoir dans lequel on s'en va, dans lequel nous sommes déjà, malheureusement. Puis en 2011, il avait sorti aussi un livre qui s'appelle « L'univers expliqué à mes petits-enfants », que j'ai acheté, qui est vraiment cool. C'est lui qui a un dialogue avec ses petits-enfants, puis il explique l'univers. Tu sais, quand tu commences à penser à ça, c'est des... Comment je peux dire ça? C'est tellement des considérations gigantesques que notre cerveau ne peut pas le comprendre, mais c'est tellement bien expliqué, parce qu'il était jeune à l'époque. Il était d'ailleurs très proche de ses petits-enfants. Mais comme je viens de dire, il avait retourné un peu ses énergies vers l'environnement, l'écologie dans les dernières années. Il avait écrit aussi je pense que c'est des manuels concernant son potager ou son journal. Là, je suis pas trop certain, là, mais c'est à propos il a écrit beaucoup. Là. C'est incroyable. Il a écrit comme 50 livres, ce gars-là. Fait que, il nous fait sentir cheap depuis 1932, c'est ce que je voulais dire. Ouais, donc, Hubert Reeves qui nous a quittés. Voilà. Moi, si je peux rebondir, j'ai conclu aujourd'hui même une longue quest de au moins 20 ans concernant Hubert Reeves. Comment ça? OK. Parce que depuis j'ai vu la date, le 26 avril 1999, je ne puis penser à Hubert Reeves sans penser à un épisode de La fin du monde est à 7 heures. Quoi? Où, dans un segment de La Brèche BQ, où c'est Marc Labrèche qui faisait du barbecue, il avait invité Hubert Reeves, qui était en fait Bruno Blanchet avec une perruque de chauve, qui disait « J'ai pas de rotule, Marc, j'ai pas de rotule. » Et j'ai cherché ce segment-là, je vous jure, 20 ans? Au moins 20 ans de temps pour pouvoir leur parler à des gens parce que je ne peux pas penser à Hubert Reeves sans penser à ça. Puis à chaque fois, je check. Puis là, aujourd'hui, j'ai checké puis quelqu'un avait uploadé l'épisode au complet. J'ai pu revoir ce, ma foi, quand même mauvais segment de télévision. C'est beaucoup de remplissage. Tout le monde décroche. Il filme ça clairement dans le parking de TQS. Oui, c'est vrai. Puis tout le monde est comme ça. Mais voilà, j'ai compris. Il fallait qu'il meure. Ça m'a fait beaucoup de bien. Pour que quelqu'un pense à mettre en ligne cet extrait-là. Mais là, j'ai vu quelqu'un l'a mis en ligne genre en 2000. Okay. Là, clairement, j'ai mal cherché dans les 3 dernières années. Au moins, tu n'as pas imaginé ça comme le toucan que tu as vu à Laval quand tu étais adolescent. Oui, mais quelqu'un l'uploadera une moment donné aussi, puis vous aurez... Ouais. Ça fait des années que là. Pour les gens qui ne connaissent pas l'anecdote. Oui, des Fruit Loops laced avec du THC. Mais Laurent prétend avoir vu un toucan à Laval. Dans quelle année, ça, à peu près? Il me semble que j'avais checké. C'était genre en 2001. Donc, après la sortie, 2 ans après la sortie de l'extrait de Hubert Reeves incarné par Blanchet. Ah non, attends, j'étais au cégep. C'était plus genre 2004. Bon, un toucan. Ouais. Un toucan. Il était, ma foi, fort égaré. Avec un bec orange, là. Ouais. Ouais, ça fait des années qu'il prétend ça, mais moi, je pense qu'il était sur le pot. Je vous jure, il y avait un toucan. OK. Je dis pas qu'il y avait rapport là, d'où ma surprise de voir un toucan. À Laval, il se serait même pas peut-être sauvé du biodôme, là, il est trop loin, là. Ben, peut-être. Peut-être sauvé d'une animalerie d'animaux exotiques. Oui, il n'y a pas de toucan au biodôme, ma gueule. Je sais pas. Il n'y a pas de toucan au biodôme? Mais non, c'est genre la faune canadienne là, de l'Amérique du Nord. Non, il y a aussi des trucs... La jungle tropicale. Ben oui, là, Gauthier. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Il y a plusieurs segments au biodôme. Oui, je pense que oui. Je pense que le biodôme, tu y vas quand tu es à la petite école, mais qu'après, tu y penses pas. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'aille voir les loutres. C'est vraiment pas une grosse marche de chez vous, en plus. T'es à côté. Non, c'est à côté. T'as pas d'excuses. La dernière fois que je suis allé, c'était plein. Oui, c'est très populaire. Plein de pingouins, oui, c'est ça. Moi, la dernière fois que j'étais allé à l'extérieur pour revoir les manchots.
mais ils ont pas sorti parce que ça faisait trop fête. C'était pas une joke. Trop frette pour les manchots. Oui, ça faisait trop frette pour les manchots. C'était durant la nuit blanche. Puis il y a deux dudes qui sont sortis en soude de manchot pour le dire à tout le monde. Puis... Puis ils se sont mis dans l'enclos. Quel job puis de marde. Ah oui, c'est un job de marde. Je connaissais un des gars. Je l'ai reconnu. Je sais qu'est-ce que tu fais là, Sylvain? Puis il dansait, puis il informait les gens. Oui, je l'ai reconnu. C'était un gars qui fréquentait un bar où j'allais. Puis j'espère qu'il y avait une esti de bonne job au Biodôme payante là, pour faire ça. C'est un gars qui faisait des activités. Je pense pas que c'était quelqu'un qui avait un emploi fixe au Biodôme. Mais tu sais, pour revenir au toucan de Laurent, moi, je pense que c'est possible qu'il s'est enfoui d'une animalerie parce que je me souviens, feu une animalerie à Brossard. J'étais allé, je me souviens plus quelle, là, sur le boulevard Tachereau, puis j'étais allé au fond de l'animalerie, puis j'ai entendu un de ces cris de la mort, mais vraiment intense. C'est comme, tu sais, c'est le cri d'une bête qui voyait finalement une porte de sortie à son mal de vivre. Puis c'était comme un perroquet qui a traversé l'animalerie, puis il s'est enfoncé tête première à toute vitesse dans une porte vitrée. Lui, il pensait qu'il y avait finalement la sortie. Bang! Down. Il voyait la lumière au bout du tunnel, enfin. Là. Ça me fait rire quand c'est des gens, mais pas quand c'est des animaux. Non, c'est ça. Hey, moi, ça me fait penser, quand j'étais petit, là, mes grands-parents ils habitaient dans Huntsic, quasiment proche de Villeray, là, sur Saint-Denis. Pas loin de chez nous, là. Ouais, pas loin de chez vous. Puis il y avait un monsieur qui prenait sa marche le matin avec, I shit you not, son lion. Non. Je vous le jure. Ben là, si vous ne croyez pas à mon toucan, je vois pas pourquoi le lion des grands-parents. On était à la fin des années 80. Il y avait un dude. OK, là, je sais pas, là, comme appel à tous, là. Ouais. Je suis sûr que si vous étiez dans Huntsic, OK, à la fin des années 80, il y avait un dude qui avait OK, peut-être pas un lion, un grand félin en laisse. Genre pas un chat, là, pas un chat sauvage, là. Non, genre c'est le genre d'affaire félin, qui serait passé à Caméra 88, puis c'est passé à Caméra 88. Peut-être. Chen, il y a ça quelque part. Ah, il y a sûrement ça quelque part. On va mettre Chen là-dessus. On va mettre ça où Chen ou les auditeurs sur le cas, parce qu'il y a quand même beaucoup de bêtes particulières dans le quartier Villeray. Moi, ça fait presque 20 ans que j'habite à Montréal, mais Villeray, le quartier où il y a le plus de choses qui se passent. Il y a le siffleux de Villeray. Je pense qu'il est mort, parce que là, je le vois plus passer, mais il y avait un gars. Celui du métro Jarry, là? Ouais, il se promène, puis il siffle. Il fait juste siffler. Puis depuis la pandémie, je ne l'ai pas entendu, fait que je sais pas s'il est décédé, malheureusement. Il y a un crocodile qui s'est sauvé en face de chez nous aussi, avant que j'y habite. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps. Il y a environ, juste avant la pandémie, avant que je déménage. Ouais. Donc, combinons ça avec le félin de Gauthier, puis mon concierge qui a un genre d'attache cigarette, là, comme le pingouin. Il y a des estis de phénomènes dans le quartier. C'est spécial. Finalement, Villeray, le nord de Villeray, c'est un peu... c'est Twin Peaks. C'est un peu Gotham. Là. C'est plus Twin Peaks. C'est Twin Peaks. Ouais. Ben, sans parler de mon ancienne voisine, dans le temps que j'habitais près de où tu habites maintenant. Oui. Qui était... c'est avec les coquerelles? Une vieille dame en béquille... le pied enrobé d'un sac de plastique constamment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, mais ça devait sentir vraiment mauvais parce que tout son appart sentait aussi la putréfaction. Ah, c'est fun, ça. Oh, yes! Ouais. L'ensemble de la culture populaire au Mystérieux Étonnants. Oui, c'est ça. C'est de la culture. Moi, ma voisine, elle ressemble en bas à la Log Lady, justement, dans Twin Peaks. À chaque fois que je sors, en fait, elle est dans la fenêtre et elle regarde. Fait que, elle est sourde. Fait que je sais pas comment elle sait que je sors, mais elle sait. Peut-être que tu claques la porte fort, ça fait... Non, je fais très attention. Écoute, j'écoute même la télévision avec des écouteurs le soir pour être sûr de ne pas la déranger. Peut-être juste tout le temps dans sa fenêtre, Ben. Peut-être, c'est peut-être ça, en fait, oui. Oui, t'as raison. Juste tout le temps, là. C'est ça, exact. Vas-y donc, Gauthier, on va y aller avec toi. C'est le one. Ben c'est ça, comme on en parlait un petit peu avec Benoît tout à l'heure, ça bouge beaucoup dans le monde du jeu vidéo cette semaine. En plus de la nouvelle saison de Diablo, on a aussi droit à la conclusion du vaudeville qu'a été le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Enfin, la conclusion, jusqu'à temps qu'il y ait du nouveau drama qui survienne, parce que c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Je peux-tu mettre une image pour l'acquisition d'Activision par Microsoft? Imaginez le long corridor qu'il y a dans Scooby-Doo quand ils se font poursuivre par un fantôme, mais remplacer la Scooby-Gang puis le fantôme par un logo de Microsoft et d'Activision, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Fait que on se court après. On se court après depuis un an, plus d'un an. Je pense que c'est en janvier 2022
2022 que le deal de 69 milliards de dollars avait été annoncé. Donc, plus d'un an plus tard, les différentes cours en Angleterre ont décidé de faire passer la transaction suite à une annonce de Microsoft qui était pour léguer une partie de l'entreprise à Ubisoft, d'ailleurs. C'est peut-être signe puis on assiste à une série de départs aussi en même temps là, depuis que l'annonce de vendredi 13 dernier. Le CEO d'Activision va s'en aller. Ça, c'était un départ qui était déjà annoncé. Mais aujourd'hui même, en fait, il y a Pete Hines qui a surpris tout le monde et qui a annoncé sa retraite de chez Bethesda. Après 25 ans de service pour le studio qui est responsable de, vous le savez, là, Elder Scrolls, Fallout et plus récemment Starfield. C'était une figure qui était plus associée au marketing. C'était head publisher chez Bethesda depuis des années. On l'associe aussi beaucoup à la renaissance du studio. Donc, je ne sais pas si le deal... As-tu été tassé ou c'est lui qui voulait partir? Mais c'est ça que je me demande, ça concorde étrangement avec le rachat officiel. Est-ce que le deal avec Microsoft a quelque chose à voir dans son départ? On ne sait pas. Des fois, tu veux pas travailler avec Steve aussi, hein? Quand tu vas maintenant travailler avec Steve, hein? Non, je pense que je vais partir. Quand tu es un cadre d'un gros studio, tu es payé en partie en action de l'entreprise du studio. Fait que moi, je pense qu'il a juste envie de profiter de ses millions. Peut-être, hein? Il a peut-être plus envie de se faire chier. Il a dû se dire comme, hey, j'ai mis cinquantaine, là, comme j'ai travaillé pendant 25 ans comme un malade sur genre plein de IP, super cool. Je vais prendre du temps pour moi, puis tant mieux. Go for it. Bonne retraite, Pete. C'est bien mérité. Moi, je ne te juge pas. Et si jamais tu reviens dans le portrait des jeux vidéo, ben tant mieux, parce que tu as été quand même à la base de plein de succès dans le domaine du jeu vidéo. Et puis, si vous voulez une autre petite rumeur pour repartir la machine de spéculation, maintenant, c'est Disney qui chercherait à acquérir un nouveau studio de jeux vidéo et les rumeurs veulent qu'ils regardent du côté de Electronic Arts. Donc, imaginez Disney qui fait des bébés avec Electronic Arts. Qu'est-ce que ça peut donner de positif? Je vous laisse là-dessus. Moi, j'ai entendu quelque chose aussi cette semaine, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, donc prenez ça qu'un grain de sel. Mais c'est des rumeurs. C'est la portion rumeur. Oui, il semblerait que Ubisoft a aussi essayé de se faire acheter récemment. Donc, je sais pas ce Il aurait essayé de se faire acheter? Ah ouais, hein? Mais tu sais, prenez ça qu'un gros grain de sel de la grosseur d'un building, là, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ça va bouger. Puis tu sais, je trouve ça... On parlait de jeux vidéo, on parlait de Diablo 4 tantôt qui fait des niaiseries en termes de marketing. La courbe de progression de Starfield qui est un petit peu... Même si je trouve le jeu très bon, il reste que des problèmes avec le jeu vidéo. J'ai l'impression que on atteint une espèce de cap en ce moment. Là, où, tu sais, les compagnies qui grossissent puis qui deviennent de plus en plus énormes puis multimilliardaires ne sont plus du tout garantes de qualité des fameux AAA là, qu'on produit. À un moment donné, il y a aussi le fait qu'on ne pourra pas payer 100$ le jeu. Je comprends que les gamers sont une espèce qui sont dédiés et motivés, mais tu peux pas t'acheter 10 jeux par année à 100$. Je suis désolé, c'est impossible. À ça, Yoann répondrait mais Game Pass. Oui, je sais, il arrête pas de faire la promotion de Game Pass. Fait que penser qu'il y a des actions, ça. Ouais, mettons tous nos espoirs dans Game Pass. Mais c'est ça, je suis un peu inquiet. Inquiet pour l'avenir des gros studios. Puis je porte mon attention de plus en plus vers les plus petits joueurs qui font des très bons produits qui sont peut-être pas graphiquement ou super débiles, poussés, mais qui sont extraordinaires au niveau du gameplay, qui ont des propositions originales. Qui offrent quelque chose de différent. C'est ça. Donc voilà, c'est ma petite nouvelle industrie / vapeur. On va poursuivre avec Laurent. Est-ce que tu veux que j'envoie les thèmes à Calem, Laurent, à ta copine? Ça pourrait être drôle. Après les déclencher quand tu rentres dans la pièce. À chaque fois que je rentre dans la cuisine, là, non, ça va être rush. Genre une teinte de lait.
Ah non, elle va le faire à chaque fois que j'ouvre le fridge. Qu'est-ce que tu manges encore? Tous mes autres nouvelles sont de l'événementiel aujourd'hui. De l'événementiel. Ah, tu peux pas parler d'Astérix. Il y a un nouveau Astérix qui est sorti. Il y en a un qui s'en vient. Il y en a un qui s'en vient la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, si ça vous intéresse. Le 23, théoriquement. Ouais. Mais qu'en est-il de Gaston Lagaffe? Il s'en vient lui aussi. Oui, je sais. Au mois de novembre, là, c'est réglé théoriquement cette affaire-là. Non. Et c'est funny enough parce que le Gaston, c'est la seule autre sortie comme le Astérix sera une sortie mondiale, c'est-à-dire qu'on l'aura ici en même temps qu'en Europe, alors que d'habitude, il y a 2 voire 3 mois de délai entre les deux. Ils ont réussi à dealer ça. Mais moi, je suis très intrigué par le Gaston, bien franchement. Ben, moi, je l'aime de là. Je le trouve bon. Ouais, je suis content pour lui en plus. Je laisse le... Moi, c'est tout le temps ma take sur les reprises comme ça. J'aime tout le temps mieux lire un projet original de ces auteurs-là qu'une reprise en général, mais en même temps, c'est ça qu'il a le goût de faire. Good for him. C'est ça. Coudon. Mais sûrement que je vais mieux aimer les nombris. C'était bon, les nombris. C'était bon. Oui. C'était bon. Fait que du 19 au 21 octobre prochain, c'est le colloque international en bande dessinée qui est pas une nouvelle affaire. C'est organisé par le FBDM, le Festival de BD de Montréal, qui, je pense, reprend un peu la balle au bon laissée vacante par le CRAS, le colloque de recherche en art séquentiel, qui était né à peu près en même temps que le festival, puis qui renaît pendant quelques années en parallèle. Mais le CRAS n'existe plus, donc il y a de la place. C'est un colloque qui est intitulé Par-delà les frontières, puis qui est un colloque bilingue, donc 3 journées de conférences, chapeauté et parrainé par l'auteur Jacques Goldstein, des Brouillards, entre autres, mais qui est aussi un caricaturiste et un dessinateur de presse depuis plusieurs années. Donc, toutes les conférences auront lieu autour de... Bon, c'est souvent... quand des thématiques sont données dans des colloques comme ça, il y a souvent des transgressions de comment on peut interpréter le titre. Voilà. Mais là, c'est beaucoup autour de genre les vécus de guerre en bande dessinée, les récits de migration, qu'est-ce qu'on peut faire politiquement, comment on peut travailler la BD pour s'engager, pour changer des choses, ça a l'air de tourner tout pas mal alentour de ça. Là. Tout ce que tu viens de dire, moi je pluggerais Schtroumpf. No joke. Je pense que c'est. Ouais, je comprends. Ça rapproche les nations. C'est universel. C'est vrai que c'est la politique des Schtroumpfs, c'est compliqué, là. Oui, puis souvent, c'est souvent, il y en a qui sont de la très bonne vulgarisation politique, c'est vrai. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, le Schtroumpfissime puis Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. Oui, ça c'est excellent. Digne d'un très bon épisode de Star Trek où tu as un gars qui a le côté noir à droite, puis blanche de l'autre côté, puis l'autre c'est blanche, puis l'autre c'est noir. Fait que ils peuvent pas s'entendre. Ils doivent pas s'entendre. C'est ça. Fait que tout cela est gratuit. Par contre, il faut quand même s'inscrire en ligne pour s'assurer une place. Ça se passe à l'Esplanade Tranquille, qui est, je pense, la place qui est genre un café en haut, en face de la patinoire. Exact. Au coin de Clark et Sainte-Catherine au centre-ville. J'ai tellement pas où ce que c'est, tu donnes des indications. C'est vrai que t'es moins sorti des dernières années. Mais non, mais ça fait 20 ans à Montréal. Là. Oui, mais c'est des constructions récentes. Là. Ils ont toutes sacré. C'est dans le quartier des spectacles, là, ils ont tout sacré ça à terre, là, où il y a un Tim Hortons là, juste à côté. Ouais. Il y a comme une cour de gravel là, qui servait. Ils ont mis une patinoire, là. L'hiver, il y a une patinoire là. Puis l'été, je pense que il y a genre les francopholies. Là. Tu peux boire un show puis prendre une petite bière. Là. OK, je vois. Voilà, mais l'hiver, c'est une patinoire maintenant. D'accord. Rappelle donc le nom de l'événement. Le colloque international en bande dessinée Par-delà les frontières. Génial. Hey, on est dans le mois d'Halloween. Là, sentez-vous un petit peu plus dans de l'atmosphère d'Halloween maintenant qu'il fait froid? Oui, je ressens le coup près de me trouver un costume vite fait bientôt. J'allais te poser la question. Parce que Gauthier et toi, donc, n'avez pas trouvé de costume pour le spécial d'Halloween des Mystérieux. C'est le 30. Nope. Oui, le 30. Je sais même pas ce que je vais porter demain. Tu sais. Ouais, je comprends.
Tu sais pas ce que tu vas porter. Oui, tu pognes ce qui est. Ouais, tu prends une première affaire qui est sur le slapé. Ouais. Puis... Ouais, c'est pas mal ça à tous les jours. Mais ça pue pas trop, ça, arrête donc, t'es très propre. Je t'ai déjà sniffé une couple de fois, t'es très propre. Mais moi, je suis bien content que l'arrivée du froid, qu'il y a eu arrivée du froid, parce qu'on vous rappelle que la première semaine d'août, il faisait genre 28, d'octobre, il faisait 28, c'était épouvantable. Ouais. Mais toute cette température me met dans l'espèce d'atmosphère d'Halloween et d'écouter des films d'horreur avec les gens sur Discord aussi me permet de m'immiscer dans cette espèce de je sais pas, c'est comme une célébration tout au long du mois. Et j'ai commencé à écouter, en fait, j'ai même terminé l'écoute d'une série qui, ma foi, m'a très plu parce qu'elle vient jouer sur mes intérêts, une série qui traite d'histoires de fantômes. Puis là, il faut que je mette encore la table. À chaque fois que je partage quelque chose lié aux fantômes, je dois dire je suis un grand sceptique. Et je suis pas comme le sceptique qui retourne sa chemise de bord à partir du moment qu'il voit une tasse se déplacer. Là. Je suis un très, très grand sceptique, mais je reste que j'adore ces histoires-là. Et j'en connais un petit peu trop sur les fameuses histoires de fantômes. Ça fait partie d'ailleurs de ma description Tinder. J'en connais un petit peu trop sur les fameuses histoires de fantômes. Donc, quand je tombe sur des documentaires... Est-ce que tu dis aussi que tu en connais beaucoup sur les serial killers en général? Non, ça, j'attends pour moins la 4e date parce que sinon, je pense que ça freak out un petit peu trop. Là. Je comprends. Mais donc, quand j'écoute des documentaires liés à des histoires de soi-disant hantises et compagnie, je suis souvent déçu. Je trouve ça lourd. Je trouve ça plutôt mal fait. Beaucoup repose sur le montage puis sur ce qui est non dit. Et c'est souvent répétitif. Donc, ça ressemble un peu à la recette de montage d'une télé-réalité, mais on y met des fantômes à la place puis on en retire un produit. Donc, je suis arrivé un petit peu à reculons sur cette série-là que je suis tombé dessus la semaine passée par accident. Ça s'appelle Hauntings au pluriel. C'est 4 épisodes. Disponible sur Paramount Plus. Ça date de l'année passée, 2022. C'est produit et réalisé par Kira Gruffney et Josh Allott. Je savais pas c'était qui. Je savais pas c'était quoi la série. J'avais même pas vu ça passer. Puis ma foi, man, que j'ai trippé ma vie. Parce que c'est traiter le sujet des fantômes avec style, avec beaucoup d'intervenants qui ne sont pas que les personnes qui prétendent avoir vécu des expériences, disons, supranaturelles, mais aussi des sceptiques qu'on fait parler, qui amènent une certaine nuance aux histoires qui sont racontées. Puis mon Dieu que ça fait du bien dans un package qui est vraiment beau, avec un montage qui est pas sensationnaliste, qui ne vient pas de te titiller disons, le facile. C'est malheureusement excessivement difficile à trouver sur les sites d'achat, iTunes.videoton.com, mais c'est disponible sur Paramount. Il y a même des intervenants de cas que je connaissais, que je n'avais jamais vu interviewer auparavant. Donner un exemple, il y a le premier épisode sur The Enfield Poltergeist, une célèbre histoire de poltergeist de l'Angleterre, et on interviewait, c'était un des collaborateurs, un des intervenants les plus importants de cet épisode-là. On interviewait le photographe, un des premiers photographes qui était sur place et qui a pris de nombreuses photos, de nombreux clichés. Ouais. J'avais vu des entrevues avec d'autres personnes autour, mais pas lui. Et c'est vraiment intéressant de voir des gens qui ont vécu, en fait, l'histoire aux premières loges. On a un épisode aussi sur The Conjuring House, qui, moi, personnellement, est une histoire qui ne m'intéresse pas. J'adore le film de James Wan, mais l'histoire comme telle, c'est une famille qui est restée là 10 ans. Je m'excuse si moi, il y a des fantômes dans ma maison, je calisse le feu puis je reste pas. Là. Eux autres, ils ont resté là 10 ans, mais ils ont interviewé une des filles et le père, le patriarche de la famille qui habitait là pendant 10 ans. Fait que c'est assez intéressant. Troisième épisode, c'est le Edinburgh Execution. C'est donc un cimetière célèbre où les gens se prétendent être griffés, attaqués par des esprits. Et le dernier, c'est The Lady in the Lake. Et c'est le seul épisode qui, malheureusement, ils ont dû faire intervenir, comme le veut la tradition maintenant dans ces styles de documentaires-là, une influenceuse qui a absolument rien à dire à part de projeter des projections mentales de ce que les esprits veulent. Puis ça m'a fait tuer. T'étais bien parti. Je pensais que t'allais dire ChatGPT. Non, ben c'est rendu là, je pense que ça aurait été mieux. Mais Hunting, t'étais bien parti, mais ça m'a fait tuer. Arrêtez de faire parler du monde qui ont absolument rien à dire. Juste parce qu'ils ont un following sur Twitter ou sur TikTok. Mais sinon, c'est 4 solides épisodes que je vous conseille fortement à aller écouter. Puis vous mettre un petit peu dans l'atmosphère du temps d'Halloween. Ça s'appelle Hauntings, disponible sur Paramount Plus. Je le conseille vraiment. Faites plus de documentaires comme ça sur les effets paranormaux. Ouais. Toi, est-ce qu'il te restait quelque chose, M. Gauthier? Ben oui, justement. J'aime beaucoup mon thème. Oui. C'est un peu dans la même lignée que toi, mais pas Spooky Season. C'est-à-dire que j'ai écouté une mini-série récemment sur Netflix qui vient de sortir, mini-série de documentaire. Vous connaissez mon amour pour les histoires de long con, de fraude financière,
storytelling, de success story qui se passe mal. Et sur Netflix, il vient de sortir Big Vape, qui est en fait l'histoire de l'ascension et des déboires des créateurs de la cigarette électronique Juul, J-U-U-L. Donc, c'est un documentaire qui retrace la création de cette cigarette électronique-là au début des années 2010, à peu près 2015. Deux jeunes étudiants à l'université qui décident de prouver que leur projet universitaire fonctionne pour vrai en designant une cigarette électronique qui va seulement chauffer le tabac pour créer un buzz aussi intéressant que celui de la cigarette qu'on brûle et qui crée cette compagnie-là, Juul. Et c'est vraiment intéressant pour montrer à quel point, parce que c'est vraiment un classique récit de compagnie start-up qui grossit trop vite puis qui finalement fait n'importe quoi. Mais ce qui est vraiment intéressant, je pense, derrière le documentaire, c'est que on voit à quel point une bonne idée à la base peut rapidement devenir une très, très, très mauvaise idée lorsqu'il y a des gens de l'externe qui viennent appliquer leurs habitudes, soit financières ou marketing, à un produit qui peut être très, très, très nocif pour la santé publique. Donc, moi, je pense que ma partie préférée de ces 4 épisodes-là, c'est quand, justement, tu te rends compte que le but, c'est de vendre la cigarette électronique, puis que pour vendre cette cigarette électronique-là, tout le monde se dit « Ah, mais il faut faire comme Apple. » Parce que Apple, ça a fonctionné. Fait que là, il faut avoir un design super slick. Puis là, ça veut dire que notre campagne publicitaire, on va faire un peu la même chose qu'avec Apple. C'est-à-dire qu'on va prendre des jeunes vraiment cool qui dansent avec leur e-cigarette, puis avec des couleurs flashy, puis de la musique un petit peu trendy, puis on va aller chercher des influenceurs. Et 1 an plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les écoles secondaires des États-Unis sont remplies de jeunes qui fument la cigarette électronique, alors qu'à l'époque, c'était réglé, ce problème-là. Le tabagisme dans les écoles était réglé. Ouais, la cigarette était plus cool comme ça l'a été comme à notre époque, à nous, des années 90. C'était genre moins de 10% des jeunes qui fumaient au secondaire, puis il y a comme 1 an ou 2 plus tard, l'arrivée de Juul, il y a un rapport de la santé publique qui montre qu'il y a une croissance exponentielle de la consommation de cigarettes électroniques. C'est vraiment, c'est ça, c'est intéressant de voir des bonnes idées mal marketées ou marketées sans penser à l'aspect santé publique. Ça peut vraiment être super nocif. Moi, je suis personnellement je suis vraiment pour la cigarette électronique. Là. Vous me voyez fumer régulièrement si vous écoutez le podcast en visio. Mais j'étais pas au courant, en fait, que le produit qu'il y avait dans le Juul, c'était un produit complètement différent de ce qu'on fume dans les cigarettes électroniques normales, là, traditionnelles. C'est-à-dire qu'eux avaient designé un jus, si vous voulez, là, de nicotine qui avait des sels de nicotine dedans, ce qui faisait en sorte qu'il y avait le goût puis le buzz vraiment comme la cigarette. Puis à la fin, il y a... je ne sais pas si je dois vous en parler, mais il y a un punch à la fin qui vient remettre tout ça en perspective et qui vient encore plus appuyer le fait que le marketing est vraiment puissant, d'un bord comme de l'autre, et que quand il y a une nouvelle qui sort, souvent c'est impossible de la rattraper. Puis la machine se met en branle, puis là, tu perds le contrôle de ton information très, très, très rapidement dans l'écosystème médiatique qu'on a actuellement. Fait que je vous le conseille si vous vous intéressez à la cigarette électronique, mais aussi au marketing en général, puis au journalisme même, je vous dirais en général, c'est... Est-ce que c'est long? Parce que c'est un peu mon problème avec les séries de Netflix, c'est que soit il y a 2-3 épisodes de trop pour tout ce qui est true crime ou ce qui pourrait être attaché à... ou ce qui pourrait être considéré du true crime. C'est 4 épisodes de 40 minutes. Ah, c'est pas super. C'est bien. OK. Rappelle donc le titre, Big Vape sur Netflix. Excellent. Je l'ai vu passer, puis j'étais pas trop sûr, mais là, tu l'as quand même très bien vendu. On va poursuivre avec notre ami Laurent Boutin. Oui. C'est toi, ça. Ouais, c'est moi, ça. D'autres événements, d'autres lancements, en fait, cette semaine. Demain,
c'est-à-dire, si vous l'écoutez chez vous, demain, c'est le 17, mardi soir. Au Cheval Blanc, il y a le lancement d'un hors-série de la Revue Planche qui était... Ça existe encore, ça? Ben... C'est un peu ça que je me suis dit, là. J'ai checké Ça un peu... revit de manière sporadique. My God. Ouais, aléatoire. Le dernier numéro date de février 2022. L'autre d'avant, je pense que c'était septembre 2019. J'ai checké tantôt. Mais bon. Ah, good ils sont for them. toujours, Là. Ouais, Ils sont moins vivaces qu'ils étaient, mais comme nous tous. Hein. oui, c'est vrai. Finalement. Donc, ils lancent un hors-série, c'est-à-dire que ce ne sera pas leur programmation normale. C'est vraiment, en fait, c'est une traduction étonnamment d'un magazine qui s'appelait Strapazine, qui a été publié en Allemagne, mais qui est un magazine de présentation de BD québécoises pour l'Allemagne. Donc, c'est tous des auteurs d'ici, mais des histoires qu'on n'a pas vues ici, qui ont été publiées en Allemagne avant. Fait que... Wow, c'est pas moi qui ai échappé. J'ai échappé mon dé. I win aujourd'hui! Fait que... J'ai un D9. Oh, un D9? Ouais, je sais. Combien t'as tiré? J'ai pas regardé, j'ai mis ma main dessus pour pas que ça fasse du bruit, mais ça n'a pas marché. Fait que c'est ça, c'est la traduction de ce numéro-là, donc qui était mystérieusement publié en allemand avant. Fait que c'est quand même cool, je suis quand même curieux de voir. Date de quand le numéro allemand? Est-ce que tu le sais? Ça fait pas si longtemps, ça fait comme 2 ou 3 ans de mémoire. Là. C'est quand même actuel, là. C'est pas une affaire des années 80, là, mettons. Donc c'est comme une perspective allemande de notre scène de BD. Ouais, ou tu sais, je suis comme un peu curieux de genre qu'est-ce qu'on a décidé de fronter à l'étranger, mettons, aussi, tu sais, comme qu'est-ce que... Ouais, fait que c'est ça, si jamais ça vous tente. Sinon, le numéro sera en librairie la semaine après. Est-ce qu'il y a encore des places où ils vendent des magazines? Je sais que c'est pas un magazine comme tel, mais il me semble qu'il y a de moins en moins de librairies et de boutiques qui vendent des magazines. Il existe encore quelques multimags. Ouais, il y en a un dans le quartier italien. Mais puis tu sais, il y en a un sur Mont-Royal, mais il y en a vraiment moins qu'avant. Je sais pas, tu sais, je sais que les Renaud-Bré n'ont plus de magazines ou de journaux. Je suis pas sûr si la Maison de la Presse internationale, ça existe encore. Non, ça existe plus. Il doit y avoir des tabagies, là. Des fois, je trouve des pharmacies avec une section plus que le lundi puis le safari. Ouais. Vieux safari qui est là depuis 2003. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé voir les revues. Hein? Mais non, je peux aller voir les revues, ça fait longtemps. Fait que il y a ça. Sinon, jeudi prochain, à l'Atomic Café, il y a un 5 à 7 pour le lancement du nouveau livre de Baron Marc-André Lévesque aux éditions de ta mère. Ça s'appelle Tricératops Canon. Il s'agit d'un recueil de poésie au sujet des dinosaures. C'est fait pour toi. Là. En fait, c'est fait pour toi et Calem, c'est ça. Poésie en fait, je vous dirais que si vous voulez en entendre parler plus, une fois que le livre sera publié, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux de C'est quoi le Raptor, aux plateformes d'écoute de podcast, parce que ça sera le sujet du prochain épisode. Mais je dois dire que moi, je suis pas un fan de poésie, mais le Baron, je l'ai vu plusieurs fois en prestation et c'est, ma foi, tout un orateur, puis sa plume est extraordinaire. J'ai trouvé ça... c'est le seul poète, et là, je suis un inculte, là, qui m'a fait triper. Je dois dire que je l'avais déjà dans mon cœur aussi pour l'avoir vu lire une couple de reprises avant qu'il se mette à faire des poèmes de dinosaures et que pour avoir commencé à lire le recueil un peu, c'est étonnamment narratif. C'est-à-dire que oui, c'est un recueil de poésie, mais qui ultimement rabouté, ça fait une histoire. Mettons comme Les Nombris dont je parlais tantôt, là, oui, c'est un recueil de strip en une page, mais aussi ça fait une histoire dans ton album, genre. C'est un peu ça, fait que c'est comme... Comment tu décrirais sa poésie? Très ludique, c'est très comique en même temps. C'est très ludique, c'est très... mais tu sais, je suis pas, moi non plus, très calé en poésie, là, mais je trouve que c'est friendly pour justement les gens comme... Accessible, ouais. Puis sinon, un dernier événement, le 21 octobre prochain, c'est bientôt, ça aussi, c'est samedi, à l'Otaku Manga Lounge sur la rue Saint-Denis, au coin de Cherrier. Il y a un événement avec Frédéric Antoine
qu'on connaît déjà pour avoir fait les bandes dessinées Biodome et Jimmy Tornado, mais qui est aussi un traducteur. En fait, dans le temps, il traduisait des comics chez Presse Aventure, mais là, il s'est mis il habite au Japon depuis une couple d'années. Il s'est mis à traduire des mangas, donc c'est une espèce de conférence sur le métier de traducteur de manga. Je trouve que c'est assez inusité dans notre paysage, fait que ça vaut la peine de checker ça. Il a traduit, là, c'est un spin-off de la série Mob Psycho 100, qui est comme une série de One, le gars qui a créé One Punch Man. Fait que c'est quand même un peu big, là. Fait que, puis comme Fred, une fois qu'il se met à parler, il parle beaucoup. D'ailleurs, je vous invite à revoir la conférence 10 ans de BD québécoise qu'il y a eu au FBDM 2021, animée par Laurent Boutin. Voilà. D'ailleurs, Laurent Boutin était invité au podcast Les Voyeurs de Vue la semaine passée pour parler du Rocky Horror Picture Show. Effectivement, pour parler du seul et unique film, celui pour les unir tous. Donc, c'est sorti effectivement en fin de semaine, le nouveau des Voyeurs de Vue avec nos amis Yannick Belzile et Alex Rose. En tout cas, Yannick qui est souvent venu au Mystérieux. Yes. Vous le connaissez, puis c'est ça, ils font un podcast de cinéma et ils m'ont gracieusement invité pour rambler sur ma jeunesse passée. Je vois pas qui d'autre il aurait pu inviter pour parler du Rocky Horror Picture Show. Là-dessus, moi, c'est le seul sujet que je considère que j'ai pas de syndrome d'imposteur, que je suis comme, oui, je suis un expert dessus. Est-ce que tu portais tes fishnets? Oui, en dessous de mes culottes, ils ne le savaient pas, les gars. Vous avez tourné ça où? Parce qu'il y avait comme un bar, il y avait une ambiance de gens qui jouent au pool. Oui, en fait, j'ai cru comprendre qu'ils font souvent leur podcast là. C'est la taverne Le Pélican. Ah oui, dans c'est Myland. Comme sur Laurier, dans le Myland, oui. On est allé d'un lancement là-bas, toi puis moi, à un moment donné, puis il y avait des lutteurs. Oui, sais-tu quoi? Je pensais que j'étais... En fait, tout ce temps-là, je pensais que la taverne Pélican, c'était en face du parc Pélican, et pas du tout. Puis là, quand je suis rentré dans le bar, je suis comme, oui, je suis déjà venu ici, il y avait de la lutte. Oui. Le lancement de Mathieu Poulain, son livre... La lutte. Oui, c'est le bar de l'auteur du plongeur. Ah, c'est ce bar-là. Nice. Oui, de Stéphane. Tout est dans tout. Juste 42 personnes à Montréal. On n'arrête pas de le dire. Ouais. C'est ça. Hey, si vous avez hâte, merci Laurent, si vous avez hâte à la série de Disney+, Daredevil Born Again, qui sera la suite de la série Netflix Daredevil, vous allez prendre votre mal en patience parce que depuis la fin de la grève des scénaristes, Marvel Studios a décidé de crisser tout aux poubelles. Presque moins de la moitié, en fait, des 18 épisodes de la première saison de Daredevil Born Again avaient été tournés. Et pendant la grève des scénaristes, le grand ponce de Marvel Studios, Kevin Feige, a pris le temps de regarder ce qu'on appelle les dailies, donc les sorties, ce qui avait été filmé. Il n'a pas du tout aimé ça. Il a trouvé ça que ça ne correspondait pas au niveau de qualité de ce que Daredevil devrait être. En fait, c'était moins bon que la série de Netflix. Et les créateurs, en fait, les deux head writers, donc les deux scénaristes en chef de la série, Chris Ord et Matt Corman, avaient écrit ce qu'on appelle en anglais un legal procedural, donc un genre de une série très basique basée sur des trucs qui pourraient se passer entre avocats ou dans le cadre d'une cour de justice. Donc, Kevin Feige a tiré la plug. Il a mis à la porte Chris Ord et Matt Corman en tant que scénariste en chef. Ils ont mis à la porte les réalisateurs de la série. Et là, ça va être... ils sont à la recherche de nouveaux scénaristes, de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices pour réécrire la série. Ord et Corman restent comme producteurs exécutifs, mais on fait table rase. Et donc, c'est ce qui est arrivé suite à la grève des scénaristes. Ça ne semble pas être une rétribution là, contre les gens qui ont en fait exercé leur droit de manifester pour des meilleures conditions de travail. Ça semble être lié directement à la qualité de la série. Et il y a Vincent D'Onofrio qui joue, entre autres, le Kingpin dans la série, qui va reprendre son rôle, qui lui, ne sait pas, en fait, il trouve que c'est pas très surprenant. Il dit que ça arrive souvent dans le milieu. C'est juste que là, on en parle parce que c'est Daredevil, les gens veulent revoir la série, c'est connu, il y a beaucoup d'épisodes qui ont été tournés, mais que c'est quelque chose d'assez commun. Il y a John Bernthal aussi qui va reprendre le rôle du Punisher et Charlie Cox qui va reprendre le rôle de Daredevil. Et donc, pour l'instant... Oui. 18 épisodes. 18 épisodes, et oui, absolument. C'est une des plus grandes séries de Disney+ pour l'instant. Donc, ils ont tourné moins de la moitié. Donc, on pourrait penser quelque chose comme 8, peut-être. 8, 7. Ouais. C'est quand même beaucoup, là. C'est énorme. C'est énormément de travail qui ont été crissés aux poubelles. Et voilà. Donc, on n'a pas de date de sortie parce que c'est impossible de savoir dans le contexte actuel comment ça va se dérouler. Moi, c'est une des séries que j'avais hâte de voir parce que je suis un grand fan de Charlie Cox, de son Daredevil. J'avais bien aimé la série de Netflix. Mais bon,
Ça ne sera pas demain, la veille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait encore quelque chose d'autre avant que nous prenions une petite pause, messieurs? No. Toi, Laurent, t'avais-tu de l'événementiel encore dans les veines? Non, j'ai fait le tour de ce que j'avais. Excellent, parfait. Avant de se laisser, je vous invite une fois de plus au spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants qui aura lieu le lundi 30 octobre au Patrovis, au 356 Montréal-Est. On ouvre les portes à 18h, le show est à 19h. Les billets sont en vente 12$ sur Ticketmaster. Non, pas Ticketmaster. Je me souviens plus du nom du service, mais il est dans les show notes. Voyons. Le point de vente, probablement. Le point de vente, voilà. C'est dans les show notes de l'émission. Vous pouvez cliquer sur le lien. Il faut acheter ses billets à l'avance. Il n'y aura pas de billets à la vente à la porte. Faites vite, à moins qu'il en reste plus. Donc, c'est un spécial de 2 heures d'Halloween. Ça risque d'être fort intéressant. C'est pour ça qu'on fait ça le lundi, parce que l'événement a lieu dans le cadre de Spasme. Et on fait ça relativement tôt pour vous permettre de pouvoir retourner à la maison parce qu'on est en début de semaine. Donc, on commence les portes ouvrent à 18h, début de show à 19h. Bien hâte de voir les costumes de nos confrères. Habituellement, on se dévoile pas nos costumes mutuellement, non? Il me semble qu'on garde tout le temps la surprise. Des surprises pour l'événement. Gauthier sera là, Laurent sera là, Simon sera là, Jake sera là, Johan sera là. Malheureusement, Marilyn ne pourra pas se joindre à nous. Elle a un gros examen, mais elle sera dans la salle. Elle va assister au show. Et j'ai fait la blague. De toute façon, je pourrais annoncer que je trouvais qu'il y avait trop de filles sur le show, fait que j'étais tossé. Mais non, c'est sa décision. Elle est malheureusement très occupée en ce moment, mais elle sera présente pour les gens qui veulent la rencontrer. Ça risque d'être très cool. Donc, ça, c'est le lundi 30 octobre. Allez acheter vos billets maintenant. Sinon, si vous voulez encourager financièrement les Mystérieux Étonnants, on vous encourage à aller sur notre site Internet et il y a un lien qui nous amène vers notre Patreon, qui est notre plateforme qui permet en sorte de financer les activités des Mystérieux Étonnants. Et en échange, vous avez des petits goodies. On vous donne en Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon. En ce moment, on est dans un cycle dédié à Halloween. On a fait Nightmare on Elm Street la semaine passée. Cette semaine, je crois qu'on va parler de Friday the 13th. La semaine prochaine, ça va être Halloween. Et là, après, on va reprendre notre cycle dédié à David Lynch. Et une fois complété, Rémi et moi, on s'est dit, on va probablement faire notre cycle dédié au film de Ernest. Ah oui, t'as rêvé. C'était Guy qui accrochait. Hein? Guy voulait pas, mais là, Guy ne le fait pas. Fait que fuck off. Fait qu'on va probablement faire notre cycle dédié à Ernest. Ça s'en vient. Oui, j'aime ça. C'est inusité. C'est inusité. Puis il y en a énormément. Il y a beaucoup de films de Ernest. Puis l'acteur qui jouait Ernest, qui est décédé aujourd'hui, a fait une trolley, une légion de publicité. C'est assez incroyable. Je pense que c'est dans les centaines qu'on peut les compter. Wow. Donc, son personnage a existé sous différentes formes, pas juste au cinéma. Donc, si vous voulez nous encourager, c'est ça. Allez sur notre Patreon, sur mysterieusEtonnant.com pour l'équivalent d'un café par mois au fait qu'on existe. On vous donne des goodies. On vous donne accès aussi au Discord des Mystérieux Étonnants où, durant le mois d'Halloween, on écoute des films. On parle sur plein de sujets liés à la culture pop. C'est une belle communauté. C'est vraiment le fun. Vous avez fait en sorte aussi que les Mystérieux existent, bien sûr, mais que Noël chez Isidore existe et Terre Kaiju existe. Donc, merci pour votre contribution. On arrive à la fin du mois, donc pensez à renouveler votre abonnement. Je ne sais pas ce qui se passe avec Patreon. Là, ils font beaucoup de changements de ce temps-ci, puis ça n'a pas été la plateforme, en tout cas, dans l'interface qui est la plus claire là, au niveau administrateur. Là, pour les gens qui sont abonnés, c'est assez simple. Là, c'est marqué qu'on a comme un certain nombre d'abonnés, mais c'est pas vrai. Je ne sais pas qu'est-ce que ce chiffre-là veut dire, là, mais c'est pas vrai. Donc, merci à tous ceux qui... C'est plus haut ou plus C'est bas? beaucoup plus haut que qu'est-ce qu'on a, en fait. Ben, pas beaucoup plus haut. On a quand même un nombre assez considérable. Okay. Mais bon, voilà. Si on n'a pas de Patreon, on ne peut pas exister. Fait que laissez-vous pas berner par le chiffre. Ah, ils en ont assez. Non, ce chiffre-là n'est pas bon. Fait que c'est ça. Sinon, vous voulez nous encourager de différentes façons, parler du podcast, le partager, donner 5 étoiles sur iTunes. Si d'ailleurs vous abonnez au Patreon, écrivez-moi directement et je vais vous envoyer le lien vers le Discord. On est disponible partout, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music et en archive. Plus des 300 archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram, puis Twitter, puis ces affaires-là, mais la réalité, c'est qu'on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Philadelphia, volume 1, Sins of the Father. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une BD de Image Comics, Philadelphia, volume 1, Sins of the Father, de Rodney Barnes et Jason Sean Alexander. Je vais résumer rapidement l'histoire. On suit le personnage de James Stangster Jr., qui est un policier de Washington qui retourne en Philadelphie pour les funérailles de son père, qui était lui-même un policier enquêteur qui est mort sur le terrain dans des circonstances mystérieuses. Et il découvre finalement que son père enquêtait sur une série de disparitions qui menaient à des meurtres
par des vampires qui tranquillement prennent contrôle sur la ville de Philadelphia. À la tête de ces vampires, le deuxième président des États-Unis, John Adams, ben ouais. Donc, James finit par déterrer son père, qui est lui-même transformé en vampire, et aidé de son ancien associé José Pallida, qui est la chef medical examiner. Ils vont essayer de mettre fin à cette prise de contrôle de la ville par les morts vivants. Et ils seront aidés par Tevin, qui est un des, des députés, des lieutenants de John Adams, qui a été transformé en vampire il y a plusieurs années de ça. C'est essentiellement ça. La série a plusieurs volumes, elle est encore en continu aujourd'hui. Et on va faire le tour de l'équipe des gars, voir rapidement leur appréciation avant d'en parler en profondeur. On va commencer avec toi, Gauthier. Très intrigué ce que tu as à dire là-dessus. Ouais, sur papier, je suis vraiment le public cible là, pour ça. Là. Je suis quelqu'un qui a énormément aimé Department of Truth. J'adore ce que Ben Temple Smith fait. J'aime ce que Bill Sienkiewicz fait. Je suis un enfant des années 90 au niveau des comic books. Fait que pour moi, le storyline est comme... C'est parfait pour moi. Là. Le synopsis, c'est pour moi, mais pour plein de raisons, j'ai comme ça n'a pas accroché. Okay. Peut-être parce que j'avais trop l'impression de lire du sous Steve Niles. Mm-hmm. Mais c'est ça. On pourra en parler plus longuement après. Laurent, toi? Moi, j'ai eu, sans être super emballé, j'ai quand même eu du fun. Je dois dire. C'est comme j'ai aimé la petite touch Founding Fathers qui ont choisi de mettre. Je trouvais que c'était un angle plus original. D'ailleurs, je suis content que tu sois là, Gauthier aussi, parce que j'étais comme Gauthier, mais c'est la politique américaine, ça va y parler. Tout ça. Mais je sais pas, j'ai eu du fun, je la recommanderais quand même sans enthousiasme, sans aller au bat, mettons, là, mais c'est une bonne série de vampires, là. Ça fait très la job, la relation père-fils. C'est rien de jamais vu, mais je trouve que c'est efficace. Moi, un peu comme Gauthier, je trouve qu'il l'a bien dit. Sur papier, c'est comme fait pour moi. En tout cas, au niveau de l'exécution graphique, je trouve que c'est la grosse force de la BD, c'est vraiment superbe. Là. On est un peu dans les ondes de Department of Truth. C'est superbement illustré par Jason Shaw Alexander. Moi, ce qui m'accroche, par contre, c'est des moments dans l'histoire où je trouve qu'on essaie d'instaurer des choses pour les futurs trades ou les futurs arches narratifs et ça prend de la place et je sais pas pourquoi on est là. Puis je comprends qu'on est déjà en train de mettre de la fondation pour agrandir l'histoire, pour aller plus loin avec. Mais ça m'a sorti... puis c'est une idée qui est déjà très verbeuse. C'est que j'ai l'impression de perdre un peu mon temps dans ces moments-là. On bifurquait pour instaurer des arches qui vont peut-être être payants plus tard dans la série. Ou jamais fait. C'est risqué de faire du foreshadowing dans l'industrie actuellement. Surtout là, parce que tu sais pas si la série elle va être continuée ou pas. Surtout dans ton premier trade. C'est ce qui m'a surpris. Ouais. En fait, c'est comme je disais, la série existe encore. On est comme rendu à une trentaine de numéros. Crossover avec Spawn maintenant. Ben oui, Spawn fait partie du crossover. Ça fait partie des Image Comics. Puis de temps en temps, Spawn pop. Il est là-dedans. Il est dans cette série-là. Je ne l'ai pas lu parce qu'on est beaucoup plus loin. Donc, je pense que je laisserais la chance au coureur et j'achèterais un deuxième trade juste pour voir où on s'en va. Mais si ce deuxième n'arrive pas à m'accrocher, je pense que là, je sais que cette série-là n'est malheureusement pas faite pour moi. Moi, j'ai essayé d'être très bon élève en plus. Là. Je prenais mon temps pour lire. Là, puis là, okay, c'était le personnage qui parle. Puis là, je revenais après pour savoir s'il y avait des indices qui avaient mené l'enquêteur à aux pistes qui suivent après. Puis dans le déroulement de l'enquête, je trouve qu'il y a comme des trous d'un fois. C'est ce que j'allais vous demander si c'était moi au niveau de ma lecture, j'avais mal compris. Il me semble qu'il y a beaucoup d'ellipses où on saute aux conclusions. C'est ça. Tu sais, moi, je pense que en tout cas, moi, ce que j'aurais eu envie de lire, là, c'est une enquête sur un trade qui finit avec oh mon Dieu, le chef des vampires, c'est John Adams. Le deuxième président des États-Unis. Puis là, le punch, c'est comme une fin de page, genre du deuxième numéro, je pense. Puis là, tu
tu sais, là, j'essaie de retracer le processus d'enquête qui mène à la découverte que c'est John Adams, le chef des vampires. Il n'y en a pas. Attends une minute, là, il y a comme... On saute, il y a comme une étape là, qui a été sautée là, où on nous a pas du tout raconté là, c'était quoi qui s'était passé dans la tête. C'est dit, mais dans, dans la conversation. C'est dit rapidement à un moment donné. Tu apprends en fait que c'est John Adams, le roi des vampires ou le vampire suprême, qu'importe comment vous voulez le dire, là, avant même qu'on le voit dans le reveal du 2e numéro à la fin. Mm-hmm. Oui. Mais moi, je pense que c'est parce que c'est la faiblesse de tout ça, c'est qu'ils ont donné aux vampires une espèce de hive mind. Puis là, du fait qu'il y a le père de l'enquêteur qui est devenu un vampire, soudainement, on a toutes les réponses, ce qui fait que tout devient un peu trop facile pour ça. Il n'y a plus d'enquête, tu sais. Il n'y a plus d'enquête. Parce que lui, c'est juste à demander à mon père et il sait tout, tu sais. C'est ça, vas-y, Ben. J'allais dire que c'est un des aspects que j'ai bien aimé, l'espèce de relation conflictuelle entre le père, le senior puis le junior. Tu sens qu'il y a une tension qui est là. Si vous avez entendu que c'est un père qui était probablement violent et dur avec son fils quand il était jeune. Je trouve que ça, c'est bien senti, c'est même bien raconté avec un certain respect. Puis là, on spoil en dernière partie de l'émission, donc désolé si vous n'avez pas lu la bande dessinée, mais moi, la finale où il finit par renterrer son père, qui est encore vivant, donc cool. qui existe encore. C'est cool, mais c'est-à-dire que son père va chiller là pour l'éternité. Ouais, il aurait pu le pureter maintenant. C'est ça, rendu là, il faut que tu l'élimines. Tu peux pas le laisser vivre comme ça dans sous terre comme ça. C'est au cas qu'il a encore besoin de lui. C'est clair que c'est pour le 2e trade. Oui, c'est ça. C'est au cas où il y a un 2e trade. C'est vraiment ça. Mais logiquement, dans le cadre de l'histoire, ça fait pas de sens. Ben, c'est chiant. C'est super chiant pour son père. Mais il a l'air willing, là, en plus. Ouais. C'est passif. C'est ça. C'est comme sa manière d'aider son fils, I guess. Là, mais oui, c'est ça. Il y a plein d'affaires que... Tu sais, j'aimais beaucoup l'ambiance de Criminal Macabre à l'époque, qui était sensiblement la même chose, là, c'est-à-dire de l'enquête criminelle dans un monde où les vampires existent. Puis je trouvais que ça prenait plus son temps, tu sais. Criminal Macabre était plus dans l'ambiance, puis là, les affaires arrivent vraiment vite, puis je sais pas si c'est parce que on veut vraiment beaucoup, beaucoup comme cinématographiser le médium, là, mais tu sais, comme l'histoire d'amour, j'y crois pas entre ça m'a gossé. Saint-Légiste. Ça sortait de nulle part. Salut, Charville depuis 2 jours. Ah ouais, en fait, on est sûrement des âmes sœurs. Tu sais, pis c'est pas parce que genre tu te confies là, comme tu sais, tu confies genre 2-3 phrases là, de ton backstory à un personnage que soudainement il y a comme genre une intrigue d'amour qui commence. Je suis comme à moins d'être vraiment dépendant affectif pour les deux. C'est pas. Fait que c'est ça. Ça se french bien vite. Puis l'histoire avec le livre magique aussi, j'y ai pas cru. J'ai pas compris. Ça, tu comprends que ça va se déjouer plus tard, là? Ben, tu sais, on donne à John Adams un livre magique au moment où il se fait vampiriser dans les Caraïbes, là, il y a full longtemps. Puis il essaye de déchiffrer le fameux livre magique pendant des centaines d'années, avec genre tous les experts possibles et impossibles en cryptographie, puis whatever. Puis là, du jour au lendemain, en 10 jours, il y a un dude, genre... Non, c'est pas en 10 jours. De Philadelphie. Ouais, c'est genre en 10 ans, je pense. Ça fait au moins 10 ans, c'est ça. C'est un gars qui a converti il y a 10 ans, qui est son lieutenant, Tevin. Mais il a expliqué comment il a ouvert son esprit. Ça c'était... Whatever. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Les vampires, est-ce qu'ils ont un libre arbitre ou pas? Parce qu'il semble avoir des versions qui sont comme des drones, qui sont même plus violents, qui semblent pas posséder d'intelligence ou dotés d'intelligence, comme ceux qu'on retrouve à la morgue. Quand le père de James revient, ils vont les combattre, puis bon. Ben, ça, je suis prêt à l'accepter parce que c'est rendu vraiment, vraiment connu, tu sais, tous les joueurs de Vampire the Masquerade. Il y a des niveaux, là. D'accord. Qu'il y a des ghouls, puis il y a des vampires. Tu sais. Mais c'est pas, en fait, mais j'ai pas tant de problème avec ça. C'est juste que j'aimerais ça comprendre pourquoi le personnage du père peut posséder ses facultés. Il peut garder une certaine autonomie. Même chose pour Tevin, mais que les autres, non. Ben non, Tevin, ça fait 10 ans qu'il a été transformé.
Moi, je voyais plus ça que c'est pas tant que c'est des sous-vampires comme que on les prive de se nourrir, sang, puis que là, ouais, ils c'est sont ça. comme un peu virés ouais. berserk par la fin, là, puis ils n'arrivent plus à réfléchir Ouais. autrement que d'être un animal, mettons. Alors que lui, il trouve quand même rapidement une façon de se substanter. Substanté, ouais. Mais C'est ça. ouais, c'est vrai. Mais tu sais, moi, ce que j'ai pas compris, c'est le plan de John Adams, en fait. Tu sais, j'ai trouvé ça intéressant que Vengeance. Kevin se rebelle dans le sens qu'il est comme le nouvel ordre que tu veux établir va jouer sur les mêmes problèmes systémiques de race et de classe et de blabla qui nous affectaient déjà de notre vivant. Donc, c'est de la merde. Ça, je trouve ça super intéressant. Mhm. Par contre, qu'est-ce qu'il veut faire exactement, John Adams? Ben, il veut juste créer une société de vampires. En fait, John Adams, ce que j'ai compris de la BD, c'est qu'il est en tabarnak parce qu'il n'est pas considéré comme une figure importante de l'histoire des États-Unis. Parce qu'on rit de lui dans Hamilton. Exactement, dans la pièce musicale Hamilton. Fait qu'il est piste depuis tout ce temps-là. Fait qu'il veut créer une nation de vampires. Puis ça éclate en pleine face. Ouais, mais C'est tu sais, fucké qu'est-ce que ça parce veut que- dire? Ça veut rien dire. C'est parce que c'est écrit. C'est drôle parce que comme quand tu lis juste l'histoire, ça pourrait être fait comme une comédie satirique. Genre. Mhm. Sauf que là, le traitement graphique fait en sorte que c'est super sérieux, C'est puis très dark. creepy, mais Ouais. quand tu penses à l'histoire, t'es comme, est-ce que c'est tordant, c'est cave, là, c'est tellement cave. Fait que, tu sais, peut-être que, je sais pas, peut-être que le scénariste, tu sais, il l'explique là, à la fin de la BD, il dit, j'ai eu cette idée-là en écoutant Hamilton. Ouais. Tu sais, peut-être qu'il aurait été mieux de faire un drame satirique, là, quelque chose de funny, là, mais je sais pas. Ouais. Mais j'ai aimé, tu sais, j'ai quand même aimé ça, comme tu dis, Ben, c'est beau, là, c'est vraiment, tu sais, C'est vraiment bien illustré. Ouais. bien illustré, justement, contrairement à, tu sais, Criminal Macabre, qui était fait par Ben Temple Smith, qui était souvent du collage, tu sais, avec du mix média, pas très détaillé. Là, tu sais, c'est comme si on prenait une version de ça, mais comme super bien faite. Là. Beaucoup plus noble, beaucoup plus maîtrisé, avec de la texture, du digital paint, mais t'es comme où tu sens pas tant la machine. Là. Tu sens que c'est très organique, que tu sens l'encre. C'est vraiment beau. Là. Mais moi, j'ai trouvé ça disparate au niveau du storytelling. Il y a de quoi qui ne coule pas. C'est ça qui est bizarre. On a lu des trucs plus fastidieux. Là. Des trucs, oh mon Dieu, fini arrive au bout. Là. Je suis pas capable, c'est long. Tu sais, l'espèce d'affaire du chevalier robot, pas robot, qu'on avait lu à un moment donné dans un vieil anglais dégueu. Là. Oui. Le cowboy fantôme. Ouais. Ça, tu sentais que c'était, mon Dieu, où est-ce qu'on est rendu? Mal. Ça faisait mal à lire. J'étais pas dans cette zone-là de lecture dans ce trailer, mais il y a de quoi qui feel pas. Ça colle pas. Ça colle pas. Il y a comme... Tous les éléments collent pas ensemble. Si j'avais fait un gâteau, ma mère a dit non, il faut que tu brasses encore plus. Là. C'est pas assez homogène encore. S'il y a des motons, il y a des grumeaux qui remontent à la surface. Là. C'est bien résumé, Ben. C'est une BD où il reste des motons. OK. C'est une BD motons. C'est quand même, ça goûte quand même un peu ce que c'est supposé goûter. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, mais il y a des motons. Il y a des motons. C'est comme, Ouais, OK. Mais j'ai le goût de lire juste pour voir qu'est-ce que Spawn va faire là-dedans. Je suis tellement intrigué. En tout cas, il va faire le ménage. Ben, c'est bien quand même parce qu'il hint qu'il y a des. Tu sais, l'enfer, tu sais, les anges, on en parle quand même de temps en temps, mais juste comme un peu des métaphores. Fait que peut-être que là, ça s'incarne un petit peu plus dans la suite. Là. Ouais, c'est ça. On flirte beaucoup avec la définition du vampire, comme dans Interview with a Vampire, où c'est un vampire qui ne croit ni au diable ni à Dieu. Fait qu'on est un peu là-dedans. Parce que, tu sais, il y a différentes interprétations du mythe du vampire. Il y a le vampire qui, finalement, prend possession de ton corps, puis même si t'as les souvenirs, tout ça, c'est un démon là, qui te possède, c'est pas toi. Puis t'as l'autre mythe du vampire où c'est toi qui, littéralement, est dernier, devient un vampire. On est un peu à cheval entre les deux dans cette série-là. Fait que il y a de quoi, tu sais, il y a de quoi d'aller cultiver, d'aller façonner au fur et à mesure de l'histoire. Mais pour l'instant, c'est très motonneux. Fait que ce qui m'empêche de dire oui à 100%, lisez la bande dessinée. Moi, il y a une partie, il y a un moment dans l'histoire où je me suis dit, holy shit, ça s'en va.
on va avoir droit à un Walking Dead, mais de vampires, tu sais. Ou genre, il va y avoir un uprising des vampires, puis il y a comme un groupe, tu sais, de personnes qui va essayer de survivre puis de recréer la société dans cette espèce de nouvelle géopolitique-là. Ouais. Ça, j'aurais été... Puis j'étais excité. Mais comme, ça s'appelle The Strain de la série de Guillermo del Toro, où les vampires sont en fait une infection. Ouais. Parce que moi, j'avais peur, en fait, que ça aille là. Parce que quand j'ai vu qu'il y avait l'espèce de prise de contrôle des vampires dans la ville de Philadelphie, je me suis dit, ah non, ça devient The Strain. Puis finalement, non, pas du tout. D'affaires et d'ailleurs sentir quand même plutôt bien. Mais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression. Strain, j'ai pas vu ça. The Strain, ouais, c'est disponible sur Disney+. OK. C'est une série que Guillermo del Toro a produite, basée sur des livres. Ouais, c'est bien, pour vrai. Je l'ai jamais terminé, ça fait très longtemps que je l'ai commencé, mais les épisodes, j'avais bien aimé. C'est une série qui est basée sur des livres qui avaient été coécrits par Guillermo del Toro, un Ghost Rider. Ben, c'est pas un Ghost Rider, son nom est sur la couverture. Et Guillermo del Toro a réalisé les 2 premiers ou le premier épisode, ou à tout le moins le pilote. Et c'est une relecture, du mythe de Dracula, version moderne, avec une infection qui est à la base de ce qui cause. C'est quoi qui fait qu'on est un vampire? Je pense qu'il y a eu 3 saisons. C'était quand même bien. Mais comme j'ai déjà vu une bonne partie de la série, je voulais pas qu'on aille là dans la série du comics. Puis finalement, non, pas pour l'instant. J'ai comme l'impression que, en tout cas, l'apparition de Spawn plus loin me fait croire qu'il va avoir d'autres types d'événements supranaturels dans la série pour justifier sa prolongation, là, sa poursuite. Ça sera pas juste des vampires, d'après moi. Là. On laisse la fin ouverte, c'est Madame Adams et son club de bondage démoniaque. Là, oui, fait que ça peut ouvrir la porte à bien des affaires. Oui. J'ai vu, moi aussi, j'ai vu ça. Bernacchi aimerait beaucoup ce moment-là dans la partie. Moi, j'ai pensé à la scène dans Alice, dessinée par vrai. Jake. Là. Je sais comment, oui, OK. On est là. Un peu ça. Mais bon, est-ce qu'on le recommande, Gauthier? Si vous aimez les histoires de vampires, je pense que c'est quand même un must. Là. Mais sinon, il y a plein d'autres Mettez choses. Votre argent ailleurs. Allez. Achetez American Vampire à la place de Scott Snyder. Oh shit, quelle bonne suggestion. Ouais. Si vous n'avez pas lu encore American Vampire, lisez. Il y a des omnibus qui sont disponibles d'ailleurs, là, ça vaut la peine. Toi, Laurent? Si vous le croisez, prenez-les à la bibliothèque. Ouais. Faites-le. Ouais. C'est ça. Moi, c'est un peu c'est un peu. C'est ça. C'est comme manger des bonbons d'Halloween. C'est pas un repas complet, mais t'es quand même content. C'est ça. Vous regretterez pas de pas avoir ça dans votre bibliothèque, bref. Ouais. Lisez-le, vous allez avoir du fun, mais vous ne seriez pas comme « Ah, ça me prend ça dans ma bibliothèque pour que ça représente mon être spirituel. » Je dirais achetez-le si vous êtes vraiment motivé à mettre la main sur quelque chose d'autre puis vous n'avez pas lu American Vampire. Mais c'est pas une mauvaise BD, c'est juste que c'est pas une BD qui a suscité mon engouement. Autant que je m'y attendais. Tu sais, je regardais l'art avant de la lire, puis j'étais, oh mon Dieu, ça va être vraiment cool, il y a de quoi là-dedans. Puis il y a quelque chose, mais c'est motonneux. C'est motonneux. Je pense que ça va rester ça, Ben. Ah, ben écoute, ça, excellent. On va l'utiliser souvent. Mais... ça va devenir une catégorie, là. La BD, c'était Philadelphia, volume 1, Sins of the Father, de Ronnie Barnes et Jason Sean Alexander. J'ai hâte de voir ce que Jason Sean Alexander va faire d'autre. C'est ce qui m'intrigue le plus. Là. Ça reste un excellent artiste. Là. Absolument. On vous rappelle qu'on a notre spécial d'Halloween le lundi 30 octobre. C'est la première fois depuis le début des Mystères étonnants que non seulement on fait un show le lundi, mais on fait un show en même temps qu'on est pour faire un show habituel, sauf que là on fait un spécial. Fait-tu sens ce que je viens de dire? Oui. Donc ça commence à 18h, on ouvre les portes. Le show est à 19h, on fait ça au Patrovis, le 356 Montréal-Est. Le lien pour acheter les billets est dans le descriptif de l'épisode actuel. On fait ça dans le cadre du festival Space. On a reçu d'ailleurs Jared Mann en début d'émission. Allez acheter des billets pour Space, ça vaut la peine. Faites donc un genre de programme double. Allez voir des films à Space, allez nous voir le lundi 30. Ça va être pas mal cool. Voyez ça comme un genre de cabaret d'Halloween, hein? Pour adultes, ça va être le fun, en compagnie d'autres fans, auditeurs, auditrices, des mystérieux étonnants. Donc, on se laisse là-dessus. Faites attention à vous autres, puis on se revoit bientôt. C'est bon? Salut! Ciao! Allez faire piquer, là. C'est important, vous pouvez le faire. Bye!